Bonjour à tous et bienvenue sur FFP, le podcast Focus Fondamental Podcast. Le podcast focus sur les fondamentaux, du coup, donc changement de nom, Jean. Changement de nom, on va vous Changement l'annoncer de dans nom. cette vidéo tout de suite même. Le CAF rentable, c'est pas fini, hein, le podcast Le CAF rentable n'est pas fini, mais il va changer de nom parce qu'on a prévu pas mal de trucs pour cette année. On est en train de vous concocter fait. pas mal de choses avec Hugo. Ouais. Et je pense que le CAF rentable, comme c'était à l'initiale, ça veut dire sans notes, avec une luminosité plutôt moyenne, un micro plutôt moyen, est en train de se bonifier, hein, comme le bon vin. Donc je pense que il faut qu'on change de nom. Voilà, le côté amateur va aller plutôt vers le côté professionnel. C'est ça. Et je pense qu'un changement de nom devait s'opérer. Exactement. Vous l'avez peut-être remarqué, mais on a introduit les deep dives dans le podcast. On a des notes qui sont de plus en plus fournies. Là, on a 24 pages de notes, par exemple, pour le podcast qui va venir ici, qu'on va vous annoncer. Et grosso modo, on s'est dit que le CAF rentable ne collait plus vraiment là où on voulait amener le podcast en termes de professionnalisme et surtout de sujets abordés sur le podcast. Et vous avez été tous à l'unanimité à nous dire que c'était les deep dives que vous préfériez sur la chaîne. Donc on va pas faire que des deep dives, hein, bien sûr. On va garder, je pense, un deep dive par mois environ. On va essayer d'introduire d'autres formats. On va aussi introduire des nouveaux produits cette année, des nouvelles choses qui vont sortir, qui normalement risquent fortement de vous plaire, mais on vous en parlera le moment venu. Et donc pour tout ça, on décide de changer le nom du podcast, donc pour Focus Fondamental, donc FFP, Focus Fondamental Podcast. Et J'espère que ça va vous plaire, on espère que ça va vous plaire. Exactement. À l'heure où on tourne le podcast, on a fait notre première rencontre abonnée sur Et Paris. oui, on a fait la première rencontre abonnée, c'était top, hein. Et on vous remercie encore pour ceux qui êtes venus. Et il y en a beaucoup qui nous ont demandé par mail, oui, est-ce qu'on va passer à Genève, est-ce qu'on va passer à Toulouse, à Marseille. Donc forcément, ça va être prévu, hein, mais je pense qu'il faut encore que la communauté grandisse. Mais en tout cas, merci encore à tous d'être venus. C'était super sympa. On a passé vraiment une super soirée. On était une vingtaine. On mettra de toute façon les photos sur Instagram, je pense. On fera un petit post Instagram avec la photo de la rencontre dans le bar. Donc c'était vraiment sympa. Merci à tous, merci à ceux qui sont venus du coup de loin. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui a fait 7 heures de route en flexibus. En flexibus pour venir nous voir. Donc c'est très cool. Et en plus, vraiment, ce que j'ai bien aimé, c'était qu'il y avait une bonne ambiance à chaque fois. Et puis tout le monde parlait avec tout le monde, les gens ils se partageaient le portefeuille. Ils se partageaient le portefeuille, c'était vraiment super sympa. Ils se pitchaient entre eux des actions, après ils venaient nous voir, etc. Il y en a un qui nous a pitché Pandora. Pandora. Donc voilà, franchement, c'était une super ambiance. On va essayer de refaire ça dès que possible. Voilà, moi un coup je vais à Brive, un coup Hugo il vient ici à Paris. Donc c'est prévu pour cette année 2025 que le podcast se bonifie, se professionnalise et que les rencontres abonnées, on va les continuer parce que c'était vraiment super sympa. Puis on va investir évidemment aussi dans du nouveau matériel. On va essayer d'avoir 2 micros maintenant pour les podcasts. Ça sera un peu mieux pour les podcasts en présentiel. On va essayer de changer aussi un peu les setups. On va investir petit à petit, professionnaliser, améliorer le setup. L'objectif, c'est d'avoir un studio à la mi-code, à la underscore à la fin, mais on n'y est pas encore. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc on espère que ça vous plaira, et puis n'hésitez pas à nous faire les retours dans les commentaires pour le nouveau nom Focus Fondamental. Quand vous verrez ce podcast, il y aura aussi la nouvelle charte graphique qui sera sortie avec les nouvelles miniatures, le nouveau logo, tout ça. Donc ça va promettre de grandes et belles choses pour l'avenir pour le podcast. Avec toujours un épisode par semaine, le lundi matin à 8h, ça changera pas, toujours au rendez-vous. Absolument. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Jean ? Eh écoutez, aujourd'hui ça va être un peu tendance, donc on va parler de DeepSeek, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler d'NVIDIA. C'est vrai qu'on en a pas énormément parlé sur la chaîne. On avait fait un petit épisode qui remonte à longtemps avec Apple et Apple Intelligence, Apple Intelligence, après la WWDC, ouais. Donc ça remonte, ça fait un petit moment. Nvidia, on en a parlé quelques fois comme ça, mais je pense que par rapport à ce qui s'est passé donc cette semaine-là, hein, nous la semaine du 1er février, ça serait intéressant de faire un petit point, et enfin un gros point en l'occurrence. Donc j'espère que vous allez être présents. Et par exemple, on va parler de l'histoire de l'intelligence artificielle. On va vous expliquer 3 différents types d'intelligence artificielle.
Qu'est-ce qui est autre au menu? Les fonctionnements des modèles de l'intelligence artificielle, les sociétés aussi. Il y en a qui sont cotées en bourse, donc autant en profiter. On va faire un petit point sur DeepSeek, l'outsider, celui qui a fait trembler les marchés. Et ensuite, on parlera du leader. Est-il menacé? Est-ce que Nvidia... Est-ce que l'avantage compétitif d'Nvidia est menacé par DeepSeek ou pas? En sachant que donc nous, c'était cette semaine que ça a été annoncé. Le podcast sortira un peu plus tard dans une semaine. Du coup, il sortira le 13 février. Donc ça aura le temps de se décanter un peu. Donc peut-être que d'ici là, il y aura eu des nouvelles news qui seront sorties. Donc nous, on fait le podcast avec grosso modo les news qu'on a à l'heure du aujourd'hui, le 2 février. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la définition déjà sommairement de l'intelligence artificielle? Alors l'intelligence artificielle, pour ceux qui ne savent pas, c'est assez vaste, mais c'est une branche de l'informatique. L'informatique, c'est le boss des boss qui va être séparé en plusieurs branches. L'intelligence artificielle en fait partie. Elle permet au système d'apprendre et d'exécuter des tâches qui sont normalement associées à l'intelligence humaine, comme apprendre, raisonner, résoudre des problèmes, tout ce que l'humain sait faire. L'intelligence artificielle pourrait savoir le faire, en tout cas de plus en plus au fur et à mesure du temps. Elle va pouvoir prendre des décisions, c'est quelque chose qui est absolument propre à l'homme, souvent en s'appuyant de données, donc les fameuses data dont on va en parler juste après. Et pour ceux qui ne le savent pas, le terme d'intelligence artificielle est souvent utilisé à tort pour qualifier simplement du machine learning ou deep learning, deux propos que l'on va aborder plus en détail juste après, soit des probabilités entraînées sur un grand nombre de données. Ouais, pour effectivement, ouais, pour vraiment schématiser la chose la plus simplement possible, c'est comme si vous aviez 1 million de photos différentes et que dans ces 1 million de photos différentes, il y avait des photos de chiens, par exemple, et que vous appreniez tout simplement avec un grand nombre de données et avec en fait, c'est juste un système de probabilité. Et l'IA va finir par reconnaître les photos qui ressemblent à des chiens, justement via la distribution des pixels, l'agencement de la photo, etc. Donc, c'est tout simplement le machine learning, le fait d'entraîner des modèles sur un large nombre de données. Et est-ce qu'on peut qualifier tous les machine learning d'intelligence artificielle? Peut-être pas, mais on va revenir dessus. Juste avant de commencer, un petit disclaimer. On n'est pas conseiller professionnel, donc soyez responsable de vos finances, soyez responsable de vos analyses. Nous, on ne fait pas de conseils en investissement. Donc, prenez bien le temps d'analyser une action, prenez bien le temps de vous planter même, c'est comme ça qu'on apprend, mais on ne peut pas être responsable de vos faits et gestes. Tout à fait. Soyez professionnel dans vos recherches et votre performance sera au rendez-vous. Exactement. Nous, on parle de bourse, de finance, on vous partage notre avis, mais en aucun cas, on vous incite à acheter telle ou telle société ou ETF. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour ce petit rappel. Et du coup, on va pouvoir parler un peu de l'histoire de l'intelligence artificielle avant d'attaquer un peu plus le dur, le technique. L'histoire de l'intelligence apparemment, artificielle. Ça a commencé depuis un petit moment. Alors, ça a commencé depuis un petit moment. Ça a commencé même dans l'Antiquité, où l'homme commence à imaginer une machine capable de penser, avec notamment les mythes grecs qui parlent de figures comme Talos, par exemple, donc un automate. Ensuite, au XVIIe et XVIIIe siècle, on a des penseurs comme René Descartes ou Gottfried Wilhelm Leibniz qui ont réfléchi à la modélisation de la pensée humaine à travers des méthodes logiques et mécaniques. Et en 1837, on a Charles Babbage, donc un Français, qui conçoit la machine analytique, donc les prémices de l'ordinateur mécanique programmable. Donc il n'y avait pas encore l'électricité à l'époque, donc c'était vraiment quelque chose de mécanique. Mais globalement, en fait, le principe de l'ordinateur est toujours le même, qu'il soit mécanique et électrique, c'est juste c'est beaucoup plus simple avec de l'électrique. C'est juste qu'on a une série de données, on a des 1 et des 0, et globalement, avec ces 1 et des 0, on peut numériser, du coup, numérique, ça vient de là, c'est nombre numérique, on peut numériser des données, donc transformer n'importe quel type de données en fait en une suite de 0 et de 1, 1 étant une impulsion électrique, 0 étant pas d'impulsion électrique. Ensuite, on a Alan Turing, vous en avez peut-être probablement entendu parler, qui fait son apparition. Il y a un super film d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est... Bon, vous regarderez film avec Alan Turing pendant... ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais déjà en 1936, il publie un article sur les machines capables de simuler
tout calcul, donc les fameuses machines de Turing. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est notamment lui qui va craquer le système de cryptage des radios allemandes, le système Enigma. Donc c'est Turing qui va craquer ça et qui va notamment en grande partie permettre le débarquement des Alliés en Normandie. Ensuite, en 1950, il propose le fameux test de Turing qui est conçu pour évaluer si une machine peut penser ou pas de manière similaire à un humain. Et le test de Turing en découlera donc afin d'évaluer l'intelligence d'une machine. Le test de Turing qui est encore utilisé d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite, dans les années 50-60, l'intelligence artificielle devient une réelle discipline académique, avec notamment John McCarthy qui invente le terme d'artificial intelligence en 1956 lors de la conférence de Dartmouth. Absolument. Et d'ailleurs, tout va vite s'accélérer par la suite avec la naissance officielle de l'intelligence artificielle. Avant, c'était quelque chose de mécanique, ça peut après passer au numérique. Et là, vraiment, le terme intelligence artificielle va être posé à partir des années 1950 jusqu'à mi-1960. Donc, suite à la naissance officielle de l'intelligence artificielle, John McCarthy et toute la clique, donc Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon, donc suite à cette fameuse Dartmouth Summer Research Project and Artificial Intelligence en 1956, ils ont un objectif ambitieux, c'est de concevoir des machines capables d'imiter la pensée humaine. Et les premières étapes vont notamment arriver avec Herb Simon et Allen Newell, qui développent les premiers programmes d'intelligence artificielle comme le Logic Theorist à partir de 1956. Ça va être capable en fait de démontrer des théorèmes mathématiques, peut-être Pythagore, Thalès, etc. Peut-être un peu plus compliqué. Et donc ensuite il va y avoir le développement des premiers systèmes experts qui sont capables de résoudre des tâches spécifiques, comme notamment jouer aux échecs. L'idée est très optimiste en fait, parce que les chercheurs, que je vous ai cités juste avant, pensent que les machines intelligentes véritablement humaines seront possibles en quelques décennies. On est en 1956, donc ça, techniquement, c'est dans un futur très proche. Il y a un chatbot qui va être nommé Elisa, qui va sortir en 1966, donc 10 ans après, qui simule un psychothérapeute. Tout à fait. Mais forcément, c'est encore les balbutiements de l'informatique. Donc, il y a de réelles contraintes techniques et survient donc le premier hiver de l'IA entre mi-1960 et les années 70, puisque l'enthousiasme est ralenti, notamment à cause des limites techniques, puisque les ordinateurs manquent tout simplement de puissance de calcul. Un ordinateur dans les années 60, c'est le salon. Littéralement, c'est le salon. C'est les énormes ordinateurs IBM. Si vous avez regardé la série Mad Men, d'ailleurs, par exemple, dans les dernières saisons de la série, ils installent un ordinateur dans l'agence et c'est assez marrant parce que vraiment l'ordinateur, c'est une pièce, quoi. Le truc, c'est monstrueux. Les algorithmes de l'époque sont donc incapables de traiter des problèmes complexes dans un temps raisonnable puisque les ordinateurs n'ont pas assez de puissance de calcul. Les programmes peinent à généraliser et à s'adapter à des nouvelles situations dues notamment à l'absence de données et forcément pas assez de données ne permet pas d'entraîner les modèles de manière efficace. Et on va revenir sur les données parce que c'est vraiment le nerf de la guerre dans l'intelligence artificielle puisque à cette époque, il n'y a pas de cloud, il n'y a pas d'internet et conséquence, donc les financements de l'IA diminuent et on entre dans le fameux hiver de l'IA. Qui va durer quand même pas mal de temps. Ouais. Et en 1980, ça va être le renouveau de l'intelligence artificielle. Les produits ont augmenté, de nouvelles choses sont arrivées. Apple et Microsoft commencent à arriver sur le marché. Absolument. Et il va y avoir donc de nouveaux concepts. Le premier, ça va être le système expert. En fait, ce sont des programmes qui sont capables de modéliser des connaissances humaines dans des domaines qui sont spécifiques. Notamment, on va avoir les diagnostics médicaux. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va révolutionner la médecine dans les années 80. Ensuite, il va y avoir les réseaux neuronaux qui sont inspirés par le fonctionnement du cerveau humain. Les réseaux neuronaux tentent de modéliser des interactions complexes entre données. Tu veux donner un exemple là-dessus peut-être ? Pas spécialement parce que je saurais pas exactement décrire comment fonctionnent les réseaux neuronaux, mais en gros c'est le même principe qu'un humain qu'un cerveau, c'est-à-dire que tu as plusieurs neurones qui peuvent interagir entre eux. Après comment est-ce qu'ils arrivent à programmer ça, à modéliser ça, j'en ai aucune. Mais ça doit être fou par contre à savoir. Bon. Et donc ensuite, il y a de nouveaux concepts et il y a des avancées qui sont pratiques. D'importantes initiatives comme le développement de systèmes experts en entreprise relancent notamment l'enthousiasme à l'intelligence artificielle. Les entreprises
comprennent que ça peut être que bénéfique pour elles. Mais on est bien d'accord, on est vraiment aux prémices de l'IA, pas sur du chat GPT. Et il va y avoir également donc les premiers systèmes commerciaux sur l'intelligence artificielle qui voient le jour, donc les fameux premiers business models. On passe de la pratique à du business. Enfin, de la théorie à la, ouais, de à la la théorie pratique, ouais. à du business. En tout cas, on essaye de vendre un produit. Cependant, cette période connaît également un certain ralentissement, notamment en raison des limitations de puissance informatique et des méthodes d'entraînement. Tout à fait. Et puis on arrive ensuite dans les années 90 et au début des années 2000 aux prémices de l'intelligence artificielle moderne avec notamment Janet Wing et d'autres chercheurs qui introduisent des concepts comme l'IA embarquée et les algorithmes basés sur des jeux de données, donc les fameux datasets, les fameuses data. Et en 1997 a eu lieu vraiment le plus grand événement marquant, enfin le premier grand événement marquant de l'IA avec Deep Blue, vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc une intelligence artificielle spécialisée d'IBM dans les échecs et qui bat Garry Kasparov, donc le champion du monde des échecs à l'époque, une victoire symbolique pour l'intelligence artificielle qui devient officiellement pour la première fois de l'histoire plus intelligente que l'homme dans un certain domaine. Ensuite s'ensuit donc l'amélioration des logiciels, des modèles statistiques avec de l'apprentissage automatique, le machine learning, deep learning et des bases de données. Et notamment le développement donc des bases de données qui ravivent l'intérêt pour l'intelligence artificielle. Il y a aussi l'arrivée des disques durs qui permettent de stocker beaucoup plus de données. Avant, pour rappel, c'était les espèces de disquettes là avec 1 MO de stockage. Donc là, on commence vraiment à avoir tout ça qui se développe avec en plus Internet qui arrive de manière fracassante en 91 et le big data avec l'essor du web, des smartphones qui génèrent un volume massif de données, un carburant essentiel donc pour entraîner les modèles de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle depuis les années 2010 ont marqué vraiment une véritable révolution grâce à 3 facteurs. Là, le premier, c'est l'amélioration de la puissance de calcul, ce qui manquait dans les débuts des années 1950, avec notamment des processeurs qui sont arrivés et les GPU et TPU. Vous inquiétez pas, on vous expliquera juste après. Ensuite, ça va être les données massives qui sont disponibles comme au Big Data, comme tu as dit juste avant. Et troisième point, ça va être les innovations dans les algorithmes, notamment les réseaux neuronaux profonds, donc le deep learning, qu'on vous expliquera juste après. Il va y avoir des innovations clés à partir des années 2010. À partir de 2012, il va y avoir des innovations qui sont clés, notamment avec AlexNet et l'explosion du deep learning. AlexNet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de deep learning qui remporte une compétition de reconnaissance d'images avec une précision spectaculaire, qui va vraiment populariser l'approche des réseaux convolutionnels plutôt. Donc, tout ce qui va être cortex frontal, vision animale, en gros, la machine va reconnaître que ça c'est un hippopotame et l'autre c'est un crabe. Tout à fait. Tout ça entraîné bien sûr sur des millions d'images différentes à chaque fois. Ensuite, il va y avoir notamment l'arrivée des assistants vocaux, Siri, Alexa, Google Assistant, qui vont être capables de comprendre et de répondre au langage naturel. Ils vont reconnaître notre voix. Il va y avoir les voitures autonomes qui vont suivre pas longtemps après, Tesla, Waymo dont on a parlé dans le Deep Dive d'Alphabet, Uber que vous connaissez tous, et d'autres entreprises qui développent des véhicules qui sont capables de naviguer avec peu ou même pas du tout d'intervention humaine. Ouais. Il va y avoir aussi des jeux, les fameux jeux vidéo qui vont être largement aidés par l'intelligence artificielle. En 2016, c'est le programme AlphaGo, le programme qui est créé par Google DeepMind, qui bat le champion mondial du jeu de Go en faisant preuve d'une créativité absolument remarquable lors d'un coup inattendu. Ouais, tout à fait. En fait, le programme AlphaGo a placé, alors je connais pas les règles du Go, mais en gros, il a placé un pion en plein milieu du plateau, en fait, un truc complètement inattendu qui a même dérouté le joueur en face parce que c'est quelque chose que personne ne fait normalement dans le jeu du Go, et en fait c'est ce coup-là qui a permis à AlphaGo en fait de battre le champion du monde de Go à la fin. Et en fait c'est beaucoup plus facile pour une IA de gagner aux échecs que de gagner au Go, parce que au Go il y a des milliards de possibilités. En fait c'est un jeu extrêmement compliqué à maîtriser. Voilà. Tu as joué toi? Non, jamais. Non, toi c'était échecs. Ouais, j'aime bien les échecs, mais le Go ouais, mais je crois que c'est américain plutôt le Go. Non, c'est chinois. Ah ouais? Ouais. C'est chinois le Go. Je savais pas. Ok. Et depuis, DeepMind a développé des systèmes comme AlphaZero qui sont capables de maîtriser les échecs, le Go et d'autres jeux
sans formation humaine directe. Tout à fait. Puis, du coup, ça développe donc des nouveaux domaines d'application également, notamment le traitement d'images avec tout ce qui va être reconnaissance faciale, donc le fameux Face ID que vous avez dans vos téléphones, dans vos iPhones par exemple, des diagnostics médicaux, cancer, radiologie, notamment donc avec des intelligences artificielles qui sont capables de détecter des cancers, Des tumeurs, ouais. des tumeurs, ouais, en phase beaucoup plus Avance. précoce que les êtres humains et avec beaucoup plus de précision, des traitements du langage naturel, donc avec des traductions automatiques, des chatbots, l'analyse de sentiments, de la création d'images et de textes, donc des IA génératives, comme que vous connaissez, hein, comme Midjourney, DALL-E, GPT, Gemini, etc. On va revenir sur ces modèles-là un peu plus tard. Et on a également des progrès récents majeurs avec en 2020 l'essor des modèles génératifs, donc les fameux large language models, mais aussi les modèles génératifs d'images avec ChatGPT d'OpenAI ou DALL-E, et l'IA passe à la génération de contenu, texte, image et maintenant vidéo également. Et ces modèles sont alimentés par des quantités massives de données et entraînés via le deep learning. Et c'est du coup des quantités massives de données qui demandent des data centers énormes et des investissements énormes en puissance de calcul. On va revenir dessus quand on va parler d'NVIDIA, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que si vous utilisez TikTok et Instagram en ce moment, vous devez voir pas mal de réels arriver et tu vois, tu sais, Elon Musk ou même Christine Lagarde qui enlève son haut avec un six-pack ultra bien fait. Non, mais c'est n'importe. Et t'as vraiment l'impression que ça soit une vraie vidéo. Ouais, c'est fou. Forcément, l'intelligence artificielle est en train de se développer et elle va faire face à des enjeux et des défis aujourd'hui. L'IA progresse tellement rapidement, mais forcément, elle va soulever des questions qui sont complexes, surtout en Europe et aux États-Unis notamment. Notamment au niveau de l'éthique. Il y a des risques de biais, de décisions qui sont prises par des machines et plus par des humains, et une surveillance de masse. Ça utilise les données. Les données, c'est personnel. Même si on clique tous pour accepter les cookies, ça reste quand même des choses sur le plus proche de chez nous. Hein. Alexa, etc. Elles sont dans nos maisons. Ensuite, l'intelligence artificielle va soulever aussi des questions sur l'emploi. L'emploi, on en parle de plus en plus, avec un impact potentiel sur les métiers qui sont grand remplaçables, entre guillemets, comme les comptables à bas échelle, les gens qui font des diaporamas, etc. Enfin, j'ai rien contre, hein, mais c'est des métiers qui sont Ouais, les remplaçables. tableaux Excel, même le copywriting, même tout ce qui va être, tu sais, tout ce qui est juriste, toutes ces choses-là, c'est vrai que ce sont des métiers qui sont en grand danger hein, à cause de l'IA, grâce à l'IA, c'est comment on le voit. Ça dépend comment on le voit. Ensuite, il va y avoir des problèmes notamment, ou plutôt des risques de régulation, hein, avec beaucoup plus des usages qui vont être encadrés pour éviter les dérives. Il y a qu'à prendre un exemple. Forcément, nous, quand on va sur ChatGPT, on va demander, est-ce que tu peux me générer, est-ce que tu peux m'aider sur une tâche qui sont spécifiques, mais vous vous en doutez bien qu'il y a des personnes qui ne recherchent pas les mêmes genres de recherches que l'on pourrait. Voilà, ils veulent créer des choses qui feraient du mal à l'humain. C'est le propre de l'homme, hein. L'homme est un loup pour l'homme. Donc forcément, il faut encadrer vraiment ça, sinon ça devient n'importe quoi. Et donc ensuite, il va y avoir l'IA générale versus l'IA spécialisée. Hein. Aujourd'hui, l'IA reste spécialisée, elle excelle dans des tâches précises. Demandez à ChatGPT de vous parler d'une loi qui date de 1806, il va savoir. Par contre, demandez-lui de cuisiner des spaghettis bolognaise, il ne saura pas le faire. Enfin, il peut te donner la recette, mais il va pas les cuisiner, tu vois. Ouais. Et ensuite, donc, il va y avoir l'IA générale, hein, l'AGI, qui va imiter la polyvalence mentale humaine, qui reste encore un objectif lointain, c'est pas prêt d'arriver. Et justement, ça nous amène aux 3 différents types d'intelligence artificielle qui existent. La première, donc, c'est, tu l'as dit, l'intelligence artificielle spécialisée ou l'intelligence artificielle étroite, donc Artificial Narrow Intelligence, donc l'ANI, qui est une intelligence artificielle spécialisée dans une tâche précise. Elle est performante dans un domaine spécifique, mais elle est incapable d'adapter ses connaissances à d'autres domaines sans être de nouveau programmée. Par exemple, ça va être le cas avec les échecs et le Go, avec les fameux Deep Blue et AlphaGo, mais aussi avec GPT, qui est capable de générer du texte, mais qui ne peut rien faire d'autre. La reconnaissance faciale, avec le Face ID d'Apple, les voitures autonomes, les filtres de messagerie, avec tout ce qui va être détection de spam, signalisation de messages, etc., etc.
Et GPT est également donc une ANI, comme on l'a dit. Il est très efficace pour générer du texte, mais il lui est impossible de conduire, par exemple, une voiture. On peut pas brancher GPT à sa Tesla pour qu'il nous conduise quelque part. On peut pas le brancher à un robot de cuisine pour qu'il nous fasse justement des spaghettis bolognaises. Donc effectivement, c'est une intelligence limitée. À l'inverse de l'AGI. L'AGI qui est Artificial General Intelligence, l'anglais. L'AGI donc est considérée comme une intelligence artificielle qui est forte. Elle possède des capacités cognitives équivalentes à celles d'un humain. Et donc la grande différence avec l'ANI, c'est qu'elle peut apprendre, comprendre, raisonner et s'adapter à des tâches variées sans être programmée. C'est vraiment ça toute la différence. C'est elle peut faire tout ce que fait un homme sans être programmé. Pour qu'une machine soit classée comme robot AGI, on en revient à l'introduction lors de l'histoire, il faut qu'elle ait un score qui soit supérieur à 70% lors du test de Turing. Le fameux. Par exemple, une véritable AGI pourrait être capable de tenir une conversation, résoudre un problème mathématique, écrire un livre, concevoir un produit et apprendre une nouvelle langue, tout ça sans être spécifiquement entraîné pour chaque tâche. L'AGI pourrait correspondre un peu au robot Tesla Optimus qu'Elon Musk veut concevoir. Il pourrait comprendre les émotions humaines, cuisiner des plats sur demande et pourquoi pas même réparer une voiture. On ne le sait pas. Tout à fait. Et même si GPT ne peut pas faire des spaghettis bolognaises, il donne des super recettes. Nous, la dernière fois, on a demandé la recette de soupe à l'oignon de ChatGPT. Franchement, il donne des super recettes, des super tips à chaque fois. C'est vraiment marmiton en PLS. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est terrible. Et ensuite, donc, on a le dernier type, le troisième type d'IA qui est l'ASI, donc l'Artificial Super Intelligence. Donc là, on arrive vraiment à Skynet dans Terminator. Donc l'ASI serait largement supérieur à l'humain sur tous les plans, au niveau des capacités intellectuelles, dans tous les domaines, dans la créativité, la science, la stratégie. Et des exemples hypothétiques d'ASI seraient donc une IA capable de découvrir un remède contre le cancer, par exemple, une IA qui deviendrait autonome et auto-adaptative, redéfinissant même l'évolution de l'intelligence et la définition d'intelligence, une IA pouvant poser un risque à l'encontre de l'humanité, comme Terminator, dans les scénarios de Terminator ou de Matrix. Et d'ailleurs, Elon Musk et Nick Bostrom pensent que l'ASI est un réel risque pour l'humanité si elle n'est pas bien contrôlée. On a un peu deux teams dans l'IA à ce niveau-là, ceux qui veulent absolument développer une ASI sans limite, et ceux qui pensent qu'il faut vraiment l'encadrer parce que ça peut devenir un risque pour l'humanité. Donc pour résumer, ANI c'est l'intelligence artificielle spécialisée, donc narrow, comme ChatGPT, Google Traduction, le Tesla Autopilot, etc. L'AGI c'est l'intelligence artificielle générale qui est capable d'adapter son intelligence sur plusieurs domaines différents. Et l'ASI, c'est une intelligence artificielle qui surpasse l'humain dans tous les domaines à plate couture. Voilà. Alors juste pour faire une petite pause rapidement pour ceux, parce que ça va être un podcast qui va être assez long et assez condensé aussi, n'hésitez pas à utiliser les timers pour aller directement à l'essentiel, ce qui vous intéresse le plus. Voilà, n'hésitez pas à les utiliser, mais restez le plus longtemps avec eux. Donc ensuite, le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle fonctionne globalement en traitant des données, donc le data, pour résoudre des problèmes spécifiques ou accomplir des tâches, des requêtes. Elle repose sur des algorithmes. Les algorithmes, tout simplement, ce sont des ensembles de règles et de calculs qui permettent à une machine d'analyser des informations, apprendre à partir de données et prendre des décisions. Je croyais que tu voulais rebondir sur quelque chose. Donc voici les étapes principales. Déjà, première étape, on collecte les données. C'est le nerf de la guerre, comme tu disais juste avant. L'IA a besoin de donner d'énormément de données, des images, des textes, des chiffres pour apprendre. Ensuite, une fois qu'elle a ces données, elle va s'entraîner avec. Un algorithme est formé sur ces données pour reconnaître des modèles. On parle là alors d'apprentissage automatique ou de machine learning ou encore ML. Et la troisième et dernière étape, c'est l'utilisation, l'inférence pour vraiment utiliser le terme précis. Une fois entraînée, l'intelligence artificielle applique ce qu'elle a appris à de nouvelles données pour faire des prédictions ou accomplir de nouvelles tâches. Tout à fait. Tu veux nous expliquer en détail ce que c'est machine learning ? Et effectivement, on va revenir sur deux termes précis que vous avez probablement déjà entendus, le machine learning et le deep learning. Donc le machine learning, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle où les machines apprennent à partir de données sans être explicitement programmées pour chaque tâche. Donc globalement, au lieu d'écrire un algorithme à la main,
on fournit à l'algorithme beaucoup de données pour qu'il s'entraîne sur ces données et qu'il s'entraîne statistiquement en fait à prendre la meilleure décision par rapport à ces données. Globalement, c'est un peu le dilemme qu'ils avaient eu chez Tesla. Tu sais, quand ils voulaient développer leur conduite autonome, à la base, ils avaient commencé par développer un algorithme. Sauf que quand tu essayes de développer un algorithme pour la conduite, t'es obligé de tout coder. C'est-à-dire, la voiture, elle arrive au feu rouge. Qu'est-ce qui se passe si elle arrive au feu rouge? Qu'est-ce qui se passe si la lumière est orange? Qu'est-ce qui se passe si la lumière est verte? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un passage piéton? Est-ce qu'il y a un pédo sur le côté? Et en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de possibilités et de cas de figure différents à prendre en compte que c'est impossible de développer un algorithme parce que tu oublieras toujours des cas de figure. Et même pour des algorithmes simples, tu vois, moi, quand je développe l'application Equinvest, par exemple, il y a toujours un ou deux cas auxquels t'as pas pensé, qui arrivent, qui posent des problèmes, et paf, c'est un bug. Tu vois, Ok. c'est typiquement ça. En fait, quand t'as un bug, c'est juste que t'as une donnée qui arrive d'une manière ou que t'as pas prévue, par exemple, qui crée un problème. Du coup, elle est mal prise en compte et ça fait crasher l'application, tout simplement. Et en fait, c'est le problème qu'ils avaient eu et ils ont complètement pivoté de stratégie. Ils ont abandonné ce système d'algorithme de conduite pour passer sur un modèle de machine learning et ça marche beaucoup mieux aujourd'hui. Et aux États-Unis, tu peux aller d'un point A à un point B sans toucher le volant de ta Tesla, sans problème. En tout cas, en Californie, je sais pas si c'est disponible dans d'autres États. D'accord, ok. Euh, donner un algorithme, par exemple, donc voilà, vous donnez un algorithme des centaines de photos de chiens et de chats pour qu'il apprenne à les reconnaître et puisse ensuite donc classer de nouvelles images. Donc une fois qu'il sait détecter des chiens et des chats, peut-être qu'il va pouvoir détecter un cheval, une vache, etc. Donc on a trois types d'apprentissage automatique, donc de machine learning. L'apprentissage automatique supervisé, où l'IA apprend à partir de données étiquetées. Donc on va lui fournir des données, on va dire ok, ça c'est un chien, ça c'est un chat, on va lui en fournir plein, et ensuite quand on envoie des nouvelles images qui ne sont pas étiquetées, il va pouvoir la classer automatiquement et dire ok, ça c'est un chat, ça c'est un chien, etc. Non supervisé, donc l'IA découvre des schémas dans les données non classées, donc, par exemple regrouper des clients ayant des comportements d'achat similaires, ou par renforcement, l'IA apprend des essais et des erreurs en recevant des récompenses ou des punitions. Donc là, en fait, typiquement, c'est un peu comme le dressage d'un chien, c'est-à-dire que on va demander à l'IA un résultat et on va lui dire, ok, t'as juste, ok, t'as faux, et elle va apprendre petit à petit comme ça. Si elle nous montre une image de cheval et qu'elle nous dit c'est une vache, on va lui dire, non, c'est pas un cheval, c'est pas une vache, tu vois, c'est un cheval. On va lui dire, ah ok, et peut-être que la prochaine fois, elle refera pas l'erreur, tu vois, c'est comme ça. Ok. Et en fait, le machine learning, on le retrouve partout. C'est-à-dire que le machine learning, vous l'avez dans YouTube, dans l'algorithme YouTube, dans Google, vous l'avez dans votre Face ID, vous l'avez partout. Le machine learning, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. On peut pas vraiment qualifier tout type de machine learning d'intelligence artificielle. Je pense que il y a beaucoup de sociétés d'ailleurs qui en abusent. Tu vois, je te donne C'est un l'exemple. effet de marque. Je te donne l'exemple dans l'ancienne startup où je travaillais. Ils marketaient l'outil en utilisant le terme intelligence artificielle. Bon, globalement, c'était juste du machine learning, tout ce qu'il y a de plus basique, tu vois. C'était pas ChatGPT. Mais voilà, le terme intelligence artificielle est souvent utilisé à tort pour qualifier du simple machine learning, en fait. Ok. On va passer au second gros point, donc le deep learning, donc le DL. Alors, pour vraiment que vous compreniez, hein, ce qui est tout en haut, c'est l'informatique. Ensuite, vous allez descendre, on va retrouver l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, le machine learning et la sous-branche du machine learning va être le deep learning. Le deep learning, donc, c'est un sous-domaine du machine learning qui utilise des réseaux neuronaux artificiels. Réseaux neuronaux, c'est humain, artificiel, c'est la machine. Mais c'est qui va s'inspirer du cerveau humain pour traiter des données qui sont complexes. À savoir qu'aujourd'hui, on peut toujours pas définir la puissance de calcul d'un cerveau humain, tellement c'est puissant. Ces réseaux sont constitués de plusieurs couches, donc les deep, qui extraient progressivement des caractéristiques de haut niveau à partir de données brutes. Alors pourquoi le deep learning est puissant? Il excelle déjà dans des tâches qui sont complexes, comme la reconnaissance d'images, la traduction automatique ou le traitement de la parole. Alexa, par exemple, ils vont reconnaître notre parole. Ensuite, il peut analyser d'énormes volumes de données grâce à ses multiples couches de neurones. Exemple typique, reconnaître un visage, pardon. Un réseau neuronal va déjà en première couche, en premier plan, il va repérer des formes simples comme des lignes ou des courbes dans une image. Par exemple, comme le cerveau humain, moi je vais regarder Hugo, je vais dire ok, déjà c'est un homme, il ressemble pas à un poney, tu vois. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, en seconde couche,
Mais tout ça, ça se fait même pas en un claquement de doigts, hein. Dans une seconde touche, je vais voir, ok, il a des traits affinés, plutôt humains, homme et pas femme. Je vais identifier des motifs qui sont complexes, ok, les yeux, marron, etc. Un nez, reconstruire un visage, et en même pas un claquement de doigts, ok, je vais reconnaître, c'est un homme et c'est Hugo. Donc c'est le même système, mais avec des réseaux artificiels, informatiques, hein. Tout à fait. Donc pour résumer tout ce que l'on a dit, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble global qui inclut toutes les techniques pour rendre les machines intelligentes. Le machine learning, donc le ML, hein, c'est une méthode de l'intelligence artificielle où les machines apprennent à partir des données, donc la data, pour faire des prédictions ou résoudre des problèmes. Et ensuite, donc le deep learning que je viens de vous expliquer, c'est une branche qui est avancée du machine learning, hein, c'est toujours plus complexe, qui utilise des réseaux neuronaux profonds pour traiter des données toujours plus complexes. Tout à fait. Maintenant qu'on a dégrossi un peu tout ça et que vous comprenez, j'espère, grâce à ces explications un peu mieux, comment fonctionne l'intelligence artificielle et pourquoi et surtout d'où elle vient, on va pouvoir parler du nerf de la guerre, nous investisseurs, les sociétés de l'IA. Quelles sont concrètement les sociétés demain que vous pouvez acheter en bourse qui sont dans l'IA? Donc les sociétés de l'intelligence artificielle, la première, la plus connue, on retrouve évidemment OpenAI. Vous la connaissez tous avec des modèles phares comme ChatGPT, pas besoin de le représenter, DALL-E qui sert à générer des images, Codex qui est également un modèle d'IA pour écrire du code qui est utilisé dans GitHub Copilot notamment, avec donc OpenAI qui est un pionnier de l'IA générative et partenaire clé de Microsoft puisque OpenAI entraîne ses modèles sur les méga serveurs de Azure et Microsoft possède une participation de 49% dans OpenAI. Ensuite, on a Google. Donc Google, vous connaissez tous également. On a fait le deep dive sur Google il y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si Google vous intéresse. Et là, on a des modèles phares également. Donc on a Gemini, anciennement Bard, qui est concurrent direct de ChatGPT avec des capacités avancées en langage naturel. Et donc Gemini d'ailleurs qui rattrape vraiment beaucoup son retard. D'ailleurs, toi, tu m'as dit que tu étais passé même ChatGPT, c'était vraiment pas mal, et Gemini vraiment arrive en force, enfin revient en force. En fait, moi, j'utilise maintenant limite plus Gemini que GPT parce que déjà, il est plus rapide. Tu reçois les réponses plus rapidement. Et en plus de ça, il est connecté à Internet. Donc, en fait, il a les informations récentes, ce que n'a pas ChatGPT. Donc, je trouve que Gemini, aujourd'hui, commence sérieusement à rivaliser avec ChatGPT de la bonne manière, ce qui me donne envie d'acheter encore plus d'Alphabet, évidemment. Et on a chez Google également AlphaGo et AlphaFold, donc des IA spécialisés donc dans les jeux, et également les prédictions du repliement des protéines, donc voilà, donc dans du domaine du médical. Au niveau des services, on a les intégrations dans des outils de Google, donc Search, Gmail, Google Cloud, fourniture de modèles et d'API via Google Cloud pour les développeurs qui permettent donc aux développeurs d'utiliser des solutions de machine et de deep learning. Et Google veut maintenir son hégémonie dans l'intelligence artificielle et l'intégrer dans ses produits, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Et Google, faut pas oublier que c'est le pionnier de l'intelligence artificielle. C'est grâce à un des programmes de deep learning de Google que OpenAI en est là où ils sont aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Google est extrêmement avancé dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans les ordinateurs quantiques. Ensuite, on a Amazon. Amazon qui paye pas de mine comme ça, on se dit Amazon, ouais, c'est les livres, c'est un site e-commerce, tout ça. Pas du tout. Amazon, mais on en parle de plus en plus tous les deux. Hein. On va prévoir un deep dive sur Amazon. Je pense que ça sera le prochain d'ailleurs. C'est extrêmement fort Amazon. Et ils ont des activités dans l'IA bien évidemment, déjà avec AWS, concurrent direct de Google Cloud et de Azure, et même le leader du marché du cloud. Ils proposent de nombreux outils, donc avec des outils de machine learning comme SageMaker, des services pré-packagés comme la reconnaissance vocale avec Amazon Polly ou la vision par ordinateur avec le programme Recognition. Et on a bien évidemment Alexa, donc l'assistant basé sur l'IA, Alexa qui est d'ailleurs souvent considéré comme le meilleur assistant vocal du marché. Et Amazon est focus sur la démocratisation de l'intelligence artificielle en fournissant des solutions aux startups et aux entreprises, surtout via AWS, mais également donc aux particuliers via Alexa. Ensuite, on a Meta. Meta, on en parle de plus en plus aussi. Je pense qu'il y a un deep dive qui va arriver après Amazon. D'ailleurs, vous savez quoi, on va vous spoiler. Prochain deep dive, ça va être Amazon, Meta, Netflix. Comme ça, au moins, on a posé les bases. Donc Meta, anciennement Facebook, vous connaissez tous. Ils ont des modèles phares, notamment Llama,
Large Language Model Meta AI, hein, ils se sont pas embêtés pour le nom. Modèle de langage concurrentiel disponible en open source pour les chercheurs, qui sont parmi les mieux notés d'ailleurs, mais on va revenir dessus. Ce qui fait une grande différence parce que eux sont open source alors que OpenAI, donc ChatGPT et Gemini est closed source. Ouais, d'ailleurs OpenAI il s'appelle OpenAI mais ils ont rien d'open. Et ensuite, chez Meta, on a aussi Vision AI, donc l'IA pour la reconnaissance d'images et haute fonctionnalité visuelle, qui doivent d'ailleurs probablement servir aux casques de réalité virtuelle, tous les MetaQuest, des trucs comme ça. Services et recherche, donc Meta développe des IA génératives et sociales, notamment dans Instagram, dans Facebook. Faut pas oublier que les algorithmes, ce sont du machine learning, du deep learning. Faut pas oublier que les algorithmes, c'est aussi une certaine forme d'IA. Et ils investissent dans des outils open source et ils sont également focus sur l'open source pour le moment et sur les interactions sociales. Et on a Tesla que vous connaissez tous également, le petit jouet d'Elon Musk avec des activités d'IA, donc avec notamment l'autopilot et le full self-driving, donc le développement d'IA spécialisé pour les véhicules autonomes, les fameux robotaxis, mais aussi Optimus, le robot humanoïde utilisant des modèles d'IA pour exécuter des tâches simples. Alors, Elon Musk, ça fait 20 ans qu'il Voilà. nous vend le robot Tesla, le fameux robot humanoïde que vous avez dans votre cuisine, qui vous prépare tout, qui vous fait la vaisselle, on l'attend. Moi, j'ai vu des vidéos. Il est pas prêt. C'est pas Android, le bordel. Hein. Il est pas prêt. Ouais. Je pense qu'on a encore au moins 5-10 ans. Après, peut-être ça peut arriver vite. Ouais, hein. ça peut arriver. Mais pour l'instant, ça arrive pas trop. Pour l'instant, ça arrive pas trop. Donc, Tesla qui est vraiment focus sur l'IA embarquée dans les véhicules et dans les robots. Alors, maintenant que tu nous as présenté Tesla, donc, on va passer à une autre des Seven Magnificent. Donc, Apple que vous connaissez tous, hein, elle est également présente dans l'intelligence artificielle à moindre mesure, mais on va quand même en revenir. Siri, c'est l'assistant vocal qui est basé sur l'IA pour les tâches courantes, le NLP. Ensuite, on va retrouver Apple dans la photographie computationnelle, donc avec notamment des fonctionnalités comme la Smart HDR ou la Deep Fusion. N'hésitez pas à chercher par vous-même si vous voulez en apprendre plus. Il va y avoir la reconnaissance faciale, hein, le Face ID, la reconnaissance vocale, le traitement de texte avec Live Text et la santé et bien-être que l'on avait vraiment bien développé dans le podcast qu'on avait fait sur Apple Intelligence. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, il est toujours d'actualité si vous voulez creuser un peu plus le sujet sur Apple spécifiquement. On va retrouver également Apple chez Neural Engine, donc une puce qui est optimisée pour le traitement de l'IA directement sur l'appareil. Et voilà, Apple, hein, pour conclure, va vraiment se concentrer sur la vision consommateur, comme l'a toujours été Apple, hein, vraiment toujours à fond sur son écosystème qui va être toujours plus complet. On doit vivre qu'avec Apple, qu'avec des produits Apple. Donc, toujours une fois, une IA qui est très bien intégrée dans l'écosystème iPhone, Apple, iWatch, etc. Alors ensuite, on va parler de Microsoft que vous connaissez également tous, hein, l'autre gros des 7 magnifiques. Il a un rôle clé, on en a parlé dans OpenAI avec ses investissements majeurs, hein, plus de 10 milliards de dollars dans la startup. Est-ce qu'on peut même encore appeler ça une startup, hein, vu la valorisation actuelle, c'est énorme. Hein. La deuxième startup du monde, juste après SpaceX. Donc Microsoft, vraiment, il veut intégrer l'IA dans ses modèles, donc comme ChatGPT, on en a parlé juste avant, directement dans ses produits, donc Microsoft Office, Word, Excel via Copilot qu'on utilise notamment, qu'on a utilisé même pour nos miniatures, hein, c'est vraiment un outil qui est vraiment sympa, et Azure IA, donc tous ces services cloud. Donc Microsoft va également utiliser l'intelligence artificielle donc dans son cloud, le cloud Azure que l'on a présenté un peu aussi lors du deep dive d'Alphabet pour le développement et l'entraînement de modèles d'IA. Ensuite, ils vont s'appuyer aux entreprises en fournissant des infrastructures pour exploiter l'IA et Microsoft va se focaliser sur la facilité à l'accès de l'intelligence artificielle dans les outils professionnels et d'entreprise. Bon, c'est le moment de passer par quand même, on a présenté que de l'américain, on va passer un peu à du français et on va présenter Mistral IA. Alors, juste pour ceux qui veulent en savoir plus, Underscore
Ils ont fait plusieurs vidéos, Ils je ont fait crois, plusieurs sur vidéos. Mistral AI, c'est vachement bien expliqué. Ils ont fait une vidéo sur Llama aussi. Sur Lama. Et Ouais. d'ailleurs, pour Mistral, ils ont interviewé le PDG. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par Mistral, allez directement écouter juste après le podcast, D'ailleurs, il bien y a des évidemment, rumeurs d'IPO de Mistral. Mm. Apparemment, ils chercheraient à s'introduire en bourse. pour lever toujours plus de fonds. Tout à fait. Donc Mistral IA, la start-up française qui est spécialisée dans les grands modèles de langage, donc comme Llama, qu'on a présenté avec Meta, ça a été fondé en 2023, donc c'est assez récent, par d'anciens ingénieurs des grandes entreprises d'IA, des ex de Meta, de DeepMind, donc de chez Google. Ils ont pris les gros, il y a beaucoup de Français, et ils ont monté Mistral IA avec vraiment cette volonté de l'open source. Ils ont développé un modèle phare, celui qui est en pole position. Donc le premier modèle, c'est le Mistral 7B, 7B, lancé en septembre 2023. Et en fait, il s'agit d'un modèle open source, petit, certes, mais performant. Je vous encourage à aller le tester directement si ça vous intéresse. Mistralia va vraiment se concentrer sur développer des IA génératives et open source pour démocratiser l'accès à cette technologie. Comment c'est possible? Tout simplement, vu que le code est disponible, d'autres ingénieurs, j'ai envie de dire d'autres potes un peu geeks, etc. Ils vont prendre le code, ils vont essayer de le triturer, de le bidouiller, ils vont faire quelque chose d'encore plus performant. Et c'est comme ça que l'intelligence artificielle se développe avec le temps. Quand les sociétés cachent leurs produits, donc le fameux closed source, c'est impossible. Enfin, c'est très compliqué pour les autres sociétés de s'entraîner. Mais quand tout est open source, ils peuvent un peu piquer de partout, de chez Llama, de chez Mistral, et faire quelque chose d'encore plus gros. Donc c'est là vraiment l'intérêt de l'open source. Donc encore une fois, Mistralia ont un objectif clair, et d'ailleurs le PDG, le CEO le revendique assez haut et fort, c'est de positionner la France, et plus particulièrement l'Europe, sur la carte des leaders en IA. On sait, l'Europe et la France ont du retard, mais ils essayent tant bien que mal de rattraper ce retard. Vous pouvez même regarder à titre de levée de fonds, OpenAI va lever 10, 20, 30 milliards de dollars, alors que nous, dans nos startups, on va lever plutôt 20, 30, 40, 50 millions, donc forcément, la concurrence n'est pas la même. Alors maintenant, on va parler d'Anthropic. Anthropic, c'est une startup fondée par d'anciens ingénieurs d'OpenAI comme Dario Amodei. Alors, faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est un vrai mercato. Tout le monde va un peu chez tout le monde. Les ingénieurs de chez Google vont aller chez Anthropic. C'est un vrai mercato. Donc, Anthropic, ça se concentre sur des modèles de langage de grande taille et insiste beaucoup sur l'éthique et la sécurité de l'IA. C'est un peu le bon samaritain. Ils veulent de l'intelligence artificielle, mais ils veulent que ça soit bien fait. Ils veulent pas que ça parte en vrille. Contrairement à d'autres startups, ils veulent vraiment protéger le consommateur, protéger l'utilisateur aussi, et même protéger son environnement, son écosystème. L'IA, c'est bien, ils le savent, mais il faut que ça soit encadré. Et donc leur modèle phare, c'est Claude. J'aime bien ce prénom d'ailleurs, je trouve ça marrant. Bref. Et donc, c'est un concurrent direct de ChatGPT. Il est orienté vers l'alignement sur les valeurs humaines et la sécurité. Donc là, vraiment, on est sur l'éthique et de la déontologie plutôt poussée, pas à son paroxysme, mais vraiment plus poussée que ce que peut l'être OpenAI, par exemple. Et donc ensuite, on va passer au boss des boss que l'on développera encore plus en détail juste après. Bien évidemment, on va parler d'NVIDIA. NVIDIA a un rôle clé. C'est la colonne vertébrale technologique du deep learning que l'on a expliqué juste avant, grâce à ses processeurs graphiques GPU, qui sont véritablement essentiels pour l'entraînement des modèles d'IA. L'IA ne peut pas progresser à ce point-là aussi vite chaque semaine, chaque jour, si les GPU n'étaient toujours pas plus spécialisés, performants. Et les GPU sont fabriqués principalement par NVIDIA. Et conçus, ouais. Ils sont fabriqués par TSMC comme à peu près tout. En tout cas, NVIDIA, c'est l'architecte de tout ça. Donc NVIDIA va fournir également son propre écosystème d'outils pour l'IA, comme NVIDIA DGX, donc c'est un système de supercalcul, et des frameworks, donc le QDNN et TensorRT.
Donc les deux modèles principaux, ça va être le NVIDIA NeMo, un framework pour créer des modèles génératifs axés sur le langage. Et ensuite, donc le deuxième, ça va être le Omniverse, donc c'est une plateforme pour l'IA 3D et les simulations. NVIDIA va vraiment se concentrer sur l'infrastructure qui est indispensable pour les développeurs d'IA et d'expertise dans les différentes intelligences artificielles qui sont appliquées comme la vision par ordinateur et les simulations. Tout à fait. Ensuite, on a également Hugging Face, donc une deuxième startup française Hugging Face qui est très reconnue dans le monde de l'IA, qui fournit une plateforme open source pour partager et déployer des modèles d'IA, notamment en NLP et vision par ordinateur. Et ils ont plusieurs services comme des bibliothèques populaires de Transformers. Alors c'est pas les robots, les Transformers, mais qui sont utilisés pour travailler avec des modèles comme GPT, BERT, Llama, etc. Ils proposent des hébergements gratuits ou payants pour des modèles et des datasets. Et ils sont focus sur rendre l'IA accessible, collaborative et transparente via de l'open source. Donc on a quand même deux startups françaises qui sont assez réputées dans le monde de l'IA. Ensuite, on a Stability AI, donc une startup spécialisée dans l'IA générative pour créer des images, vidéos, etc. Ils sont très connus pour leur modèle phare qui s'appelle Stable Diffusion, un concurrent open source de DALL-E pour la génération d'images. Ils défendent également l'open source et ils veulent éviter que les grandes entreprises monopolisent les modèles d'IA génératifs. Ensuite, on fait un saut dans le Pacifique puisqu'on va parler de Beidou en Chine, qui est l'une des grandes entreprises technologiques chinoises spécialisées dans l'intelligence artificielle qui développe des modèles similaires à ChatGPT avec le projet Ernie Bot. Ils ont également des applications dans l'IA pour la recherche en ligne, la reconnaissance vocale, les voitures autonomes, le cloud, etc. Et ils veulent maintenir la Chine comme un acteur influent de l'IA face aux États-Unis. Et en Chine, on retrouve également Huawei. Non, c'est vrai, ça se prononce comme ça, c'est Huawei. Ouais. Avec des activités donc comme le développement de modèles de vision par ordinateur, de traitement de langage. Ils proposent des solutions pour les smart cities, la gestion industrielle et la reconnaissance d'images. Des plateformes cloud comme Mindsport pour entraîner des modèles distribués, et ils sont focus pour la prédominance dans les solutions industrielles et gouvernementales, donc en gros proche du CCP, du Parti communiste chinois. Et côté États-Unis, on retrouve ensuite Palantir qui a fait beaucoup parler dernièrement. Vu de sa performance en bourse, déjà, voilà, tout simplement. Qui fournissent des IA spécialisées pour l'analyse de données complexes, mais là ils sont utilisés dans des secteurs militaires, de la défense, gouvernementaux et industriels, avec notamment AIP, donc Artificial Intelligence Platform, donc une plateforme tout en un pour intégrer des modèles d'IA au sein des entreprises et des institutions. Donc c'est des modèles qui vont surtout être utilisés, donc par exemple pour la police aux États-Unis, pour le gouvernement, pour la défense, vraiment des trucs. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal avec Palantir à cause de ça, justement, c'est parce que c'est ultra subventionné. C'est que des contrats. C'est lié à l'État en fait. Donc tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, tu fais pas une requête à Palantir pour faire ta recette de spaghetti bolognaise. Non, mais par contre, tu vas peut-être pouvoir. Comment monter un AC-130 de combat? Tu peux demander à. Ben non, mais typiquement Palantir, c'est l'IA qui a permis de retrouver Ben Laden. Ouais, donc voilà, c'est vraiment très très niché. C'est clair. On a IBM qui est un peu le vieux, le vieux de la vieille. IBM, c'est l'acteur historique des ordinateurs, voilà, qui faisait des ordinateurs salon. Le fossile. Le fossile. Bon, personnellement, je mettrais pas une bille sur IBM, mais on sait jamais, ils peuvent peut-être revenir d'outre-tombe un jour. Ils ont notamment Watson AI, qui sont connus pour avoir battu des humains au jeu télévisé Jeopardy en 2011. Donc vraiment, IBM, c'est la boîte de boomers. Aujourd'hui, donc Watson se concentre sur des solutions IA tournées vers les entreprises, la santé, la finance, l'analyse de données, etc. Ils sont focus sur des cas concrets, donc les diagnostics médicaux, la gestion d'entreprise, l'analyse de données complexes. Alors maintenant qu'on a développé pas mal d'entreprises, on va passer un peu à des modèles, enfin des laboratoires un peu alternatifs, des entreprises moins connues, pas cotées en bourse pour le coup, avec des propositions d'open source. Donc on peut citer notamment Eluter IA, donc c'est une communauté open source ayant produit le modèle GPT Neo et participe activement à la démocratisation des grands modèles de langage, donc alternatifs à OpenAI, souvent open source. Donc eux, ce sont encore une fois les bons samaritains. Ils proposent des modèles gratuitement ouverts à tous. Bon voilà, quelqu'un qui touche pas mal à l'informatique,
peut contrôler le code, l'améliorer, le modifier à sa guise. Donc on va retrouver également Cohere, c'est une entreprise canadienne sur le traitement de langage naturel, des modèles comme GPT, mais optimisé encore là plus pour les entreprises, donc du B2B. Et IA21 Labs, donc connu pour Jurassic 2, un modèle concurrent de GPT-3 orienté vers le texte génératif. Alors pour le coup, quand on a préparé les notes, ça c'est toi qui l'avais trouvé, IA21, et moi je l'ai essayé. Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Après, c'était des requêtes assez basiques. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de tester à peu près tous les modèles IA21, GPT, Gemini, pas Palantir du coup, mais mais vous allez voir que il y a une différence un peu dans les réponses. Un va être un peu plus intransigeant, notamment Gemini. Ouais, c'est ça, c'est marrant. On a l'impression qu'il y a une espèce de différente personnalité en fait en fonction des modèles. C'est vrai que GPT, il va essayer, il est vraiment très diplomate. Il met des formes, il met des petits smileys, des petits machins. Gemini, quand tu lui demandes un truc ou tu lui dis un truc qui est faux, lui, il va être cash. Il va dire non, c'est pas du tout ça. Fais comme ça, machin. Gemini, il est cash, il est sec, tu vois. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, c'est un peu de tester tous les modèles, c'est sympa, ils sont gratuits pour la plupart si vous voulez balancer quelques requêtes. Donc ensuite, en autres sociétés qui peuvent vous intéresser, on va retrouver Adept IA, donc là il va s'occuper de toute la conception d'IA permettant d'automatiser des tâches sur des logiciels comme Excel ou Photoshop. On peut retrouver Graphcore au Royaume-Uni, donc c'est un fournisseur de matériel IA, donc avec notamment des processeurs spécialisés pour l'entraînement des modèles. Caractère IA va être un autre intervenant. Donc là, c'est une plateforme pour créer des modèles d'IA conversationnels personnalisés. Donc tu peux tchatcher avec ton GPT, avec ton modèle. Alors maintenant, juste pour se concentrer sur les modèles, sur des acteurs, européens, français, outre Mistralia et Hugging Face qu'on a présenté juste avant, on peut retrouver à moindre mesure Alep Alpha. Donc c'est un intervenant allemand qui développe des modèles comme Luminous, un concurrent européen des GPT. On peut retrouver également LightOn, qui n'est pas à confondre avec Lightning. Non, LightOn, donc c'est un acteur français qui utilise des approches alternatives pour entraîner des IA plus économes en énergie. Bien le citer quelque part, c'est français, bon, ça fait. Et on peut retrouver également Silo IA, donc qui est finlandais, une IA combinant donc langage naturel et vision pour des applications industrielles. Tout à fait. Et vous allez me dire, mais comment on se retrouve dans cet océan de modèles d'IA? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup entre les Google, les GPT, les machins. Et en fait, vous pouvez tout simplement vous tenir au courant. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment deux choses qui sont intéressantes à regarder. Déjà, vous avez le classement des modèles. Ça, vous pouvez le retrouver sur le site artificialanalysis.ai/leaderboard/models. Donc, vous aurez le lien en description pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez classer par le Quality Index. C'est assez intéressant et vous retrouvez donc le classement des modèles d'IA. Le premier étant le modèle d'OpenAI GPT-01 ou O1, je sais pas si c'est un 0 ou 1, je crois que c'est O1. Le deuxième étant DeepSeek R1. On va revenir sur DeepSeek juste après, vous inquiétez pas. Et le troisième étant Gemini 2.0. Gemini 2.0 qui est plus performant que GPT-4o. Donc très intéressant à prendre en compte. Moi, c'est pour ça que j'utilise de plus en plus Gemini 2.0. Et pour utiliser concrètement au quotidien tous ces modèles d'IA, moi j'ai découvert grâce du coup à Underscore Mammoth AI. Donc leur slogan c'est marrant, c'est Don't Go Extinct. Enfin, j'ai du mal à le dire. Donc en gros c'est ne devenez pas éteints comme les mammouths. Restez au courant, restez au top quoi. Et en fait, ils proposent un accès à tous les modèles d'IA. C'est-à-dire que tu as tout pour 12 € par mois. Je trouve que c'est génial parce que c'est moins cher que l'abonnement de GPT, tu vois, qui est à 25 € par mois. Et tu peux tester comme ça DeepSeek, Gemini, GPT, tu peux alterner. Tu peux générer des images avec DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney. Donc c'est vraiment très très cool. Je vous encourage à tester Mammoth AI. Donc 12 € par mois, c'est vraiment c'est donné, hein, franchement, pour utiliser tout ça et pour le temps que ça fait gagner. En tout cas, si vous bossez avec. Et on va pouvoir parler donc du fameux outsider, hein, parce que vous avez vu, DeepSeek R1, deuxième au classement.
C'est monstrueux. C'est en monstrueux. si peu de temps. Bah, moi, je le connais que depuis lundi dernier. Bah, c'est ça. Qu'est-ce que DeepSeek, Jean? Il est arrivé, il a tué les games. Non, plus sérieusement, on va... Bah, déjà, c'est l'outsider, hein, parce C'est que l'outsider chinois. c'est l'outsider chinois, parce qu'on ne le connaît pas. On le connaît que depuis lundi. Comment je l'ai connu? Bah, tout simplement parce que j'ai eu un petit message sur mon portefeuille boursier qui m'a dit, là, mon pote, t'as perdu... Et ton LQQ? Le LQQ, Il a t'étais pris- pas bien lundi. Il a pris 9% à la baisse, hein, je vous fais pas dire, de façon instantanée. Donc je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pareil, moi j'ai vu ASML, Ouais. Amat, moins 6, C'est moins quoi, ça? 7. Il y a Taïwan qui s'est fait envahir. C'est clair, tu te dis, Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, DeepSeek qui est arrivé, il a mis les pieds dans le plat et on va vous en parler. Donc DeepSeek, c'est une entreprise chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle, hein, comme de par hasard, qui a fait son apparition sur la scène internationale avec une rapidité et une ambition impressionnantes. Contrairement à d'autres acteurs bien établis, qu'on vous a expliqué juste avant, DeepSeek s'est distingué par son approche open source et ses performances qui ont surpris plus d'un expert, deuxième au classement niveau puissance. Alors qu'ils sont arrivés de nulle part et ils arrivent deuxième, juste derrière un peu la petite chérie du monde entier, GPT 4. GPT dans O1. Ouais, ouais. Et devant GPT 4O. Et devant Gemini. C'est un truc de fou. C'est fou. Alors pour vous donner quelques points clés de cette startup, hein, donc elle utilise un modèle de langage qui est performant. DeepSeek a développé des LLM tels que DeepSeek LLM et DeepSeek Chat qui rivalisent avec ceux de leaders comme ChatGPT 4 ou Google, donc Gemini. Ces modèles sont particulièrement efficaces en compréhension et en génération de texte, donc vraiment le ChatGPT qu'on connaît, mais aussi en raisonnement et plus particulièrement toi qui peux l'utiliser en codage. Son autre point fort, ça va être l'ouverture et l'accessibilité. Ce qui différencie DeepSeek, c'est son choix de rendre ses modèles et ses outils accessibles au grand public et aux développeurs, souvent sous des licences open source ou permissives, hein, c'est à peu près pareil. Cela contraste vraiment avec l'approche beaucoup plus fermée de certains concurrents qui s'en plaignent aujourd'hui, hein, qui cherchent à garder un contrôle plus important sur la technologie. C'est limite marrant de savoir que un acteur chinois est open source alors qu'un acteur américain est closed source. Quand il s'appelle OpenAI. Quand il s'appelle OpenAI, généralement c'est plutôt l'inverse. Hein. Bon, n'allez pas demander à DeepSeek ce qu'il pense du gouvernement communiste. Hein, vous n'allez pas avoir la meilleure des réponses. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant. DeepSeek, un autre point fort, ça va être son focus sur le codage. Hein. DeepSeek a montré une force particulière dans la génération et la compréhension de code. Je pense qu'il a dû bien pomper GitHub, à mon avis. Donc, ces modèles excellent en programmation, ce qui en fait des outils précieux pour les développeurs et les entreprises technologiques. Encore une fois, tout ça, c'est open source. Donc, tu n'as besoin de rien de payer. Tu peux l'utiliser à bon escient. Et forcément, donc le dernier point, ça va être sa rapidité d'innovation. DeepSeek a démontré une capacité à itérer et à améliorer ses modèles à un rythme très très rapide, ce qui a forcément contribué à surprendre et à inquiéter ses concurrents. D'ailleurs, pour rentrer un peu plus dans le détail, pourquoi DeepSeek a fait paniquer le marché? Pourquoi DeepSeek t'a fait moins 9% sur ton LQQ en une matinée? En une matinée. Bah, en fait, déjà, il y a la menace il y a la menace de la domination des leaders, puisque forcément l'arrivée de DeepSeek avec ses modèles performants et open source met en cause en fait la domination de OpenAI et surtout puisque remet en cause les barrières à l'entrée dans l'IA, puisque les barrières à l'entrée ne seraient peut-être pas forcément si élevées que ça. Si un concurrent peut arriver comme ça du jour au lendemain et ébranler le marché, les avantages compétitifs sont peut-être moins élevés qu'on ne le pense, ce qui provoque forcément une panique. Également, donc c'est un modèle open source, comme tu l'as dit, donc forcément c'est un peu game changer par rapport à OpenAI et Gemini. Pourquoi payer OpenAI et Gemini quand tu peux utiliser DeepSeek qui est open source et qui est gratuit? Et qui est plus performant même. Et qui est potentiellement plus performant. Ensuite, on a le risque de commoditisation de l'IA avec la démocratisation de l'accès des modèles d'IA, potentiellement donc gratuits et open source, qui fait que en fait l'IA pourrait être difficile à monétiser, difficile à rendre rentable
De la même manière, je sais pas moi, que tu peux pas faire payer aujourd'hui un moteur de recherche comme Google parce que c'est gratuit tout simplement. Donc si en fait les modèles d'IA deviennent de plus en plus gratuits et que les gens sont habitués à ce que ce soit gratuit, ils vont pas payer. C'est comme aujourd'hui, tu vas pas payer pour utiliser une boîte mail. T'as Gmail qui est gratuit, personne dans le monde ne va payer pour utiliser une boîte mail. L'incitation à la guerre des prix également, puisque si les modèles open source deviennent plus courants, ça pourrait intensifier la pression sur les prix, avec un impact négatif notamment sur les marges, les choses que nous on adore en tant qu'investisseurs. Préoccupation géopolitique, puisque DeepSeek non seulement fait paniquer les marchés, mais en plus c'est chinois. Donc forcément ça ajoute une dimension politique, puisque le concurrent chinois dit potentiellement fuite de données vers la Chine, dit potentiellement la Chine qui récupère des informations importantes si tout le monde se met à utiliser DeepSeek, et potentiellement donc derrière le Parti communiste chinois. Et surtout, dit pas d'NVIDIA. Donc ça, on va un peu développer après NVIDIA, mais puisque DeepSeek apparemment a pu faire ce qu'a fait OpenAI sans les puces d'NVIDIA les plus récentes qui n'ont pas le droit d'être exportées en Chine, et le tout pour environ 3% du coût de GPT. C'est-à-dire que DeepSeek a pu arriver devant GPT-4o pour 3% du coût, sans les puces d'NVIDIA. Donc forcément, ça remet en cause l'avantage compétitif d'NVIDIA. Parce que tu te dis à quoi bon acheter des cartes graphiques à 40 000 balles si tu peux l'entraîner sur des puces beaucoup plus vieilles. Mais attention, parce que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, effectivement, parce que le big boss de l'intelligence artificielle et son plus grand investisseur, Microsoft, enquête pour déterminer si la startup chinoise, donc DeepSeek, a volé la technologie d'OpenAI pour construire son nouveau modèle spectaculaire. Sam Altman l'a reconnu. Sam Altman, donc le CEO de OpenAI, a reconnu publiquement que DeepSeek, ça a de la cuisse quand même, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc non, franchement, si même lui a reconnu, d'ailleurs, ça a été un peu drôle parce qu'il a dit comme quoi lui, ça pouvait être que bénéfique parce qu'un nouveau concurrent peut faire que grandir, donc l'intelligence artificielle, en tout cas le secteur. Mais ça n'empêche pas que ça fait perdre plus de 1000 milliards de capitalisation de valeur aux actions américaines, hein, principalement en même pas une semaine, en même pas un jour. Hein, même, c'est vraiment fou. Alors pour les non-initiés, DeepSeek est accusé d'utiliser une technique appelée distillation. Il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent bien le système, hein, pour ceux qui s'intéressent, qui consiste essentiellement à entraîner un modèle sur un autre. En gros, ils prennent un modèle, ils l'entraînent et ils essaient de faire une version améliorée. Tout à fait. Donc concrètement, au lieu de partir de zéro comme l'a fait OpenAI, s'entraîner sur un dataset, etc., DeepSeek potentiellement, ils sont peut-être en fait entraînés directement sur GPT. Et dans ces cas-là, elle irait à l'encontre des politiques d'OpenAI d'utiliser ces modèles pour créer un concurrent. C'est dans les conditions générales d'utilisation, il n'y a pas le droit de faire ça, mais apparemment, il l'aurait fait. C'est un peu hypocrite, on va pas se mentir, parce que les critiques et tous ceux qui suivent de près la course de l'intelligence artificielle ont souligné qu'OpenAI, qui a bâti toute son entreprise, tout son empire en récupérant de manière discutable tout ce qui se trouve sur Internet, est plutôt mal placé pour accuser quelqu'un de vol. L'entreprise d'IA est actuellement en procès avec le New York Times, qui affirme, lui, que l'entraînement de ces modèles d'IA sur des articles publiquement disponibles relève de l'utilisation équitable. En gros, OpenAI aurait pompé tout le New York Times pour avoir toutes ces informations. Donc le New York Times sur des décennies et des décennies, c'est un des plus vieux journaux du monde. Voilà, donc en gros, c'est un peu le voleur qui s'est fait voler. C'est ça. Donc en conclusion, le nouveau modèle d'IA puissant de DeepSeek, qui aurait été construit pour une fraction du coût des programmes comme ChatGPT et Llama, a ébranlé totalement les entreprises américaines jusqu'à leur cœur. OpenAI risque particulièrement de perdre son statut si DeepSeek devient la nouvelle coqueluche de l'intelligence artificielle. Pourquoi payer quelque chose? Pourquoi investir des milliards de dollars alors que un concurrent, DeepSeek, c'est le concurrent d'aujourd'hui, mais ça peut être un nouveau concurrent qui peut arriver dans 2 semaines, 1 mois, 1 an, qui aura utilisé, je sais pas, des puces Intel de 2008, qui va peut-être pas, mais qui aura vraiment créé quelque chose à moindre coût et d'autant plus performant ou quasiment à puissance égale. Tout à fait. Mais évidemment, forcément, c'est pas évident pour DeepSeek parce que déjà,
ils se sont potentiellement entraînés sur ChatGPT, donc ils ont moins de mérite que OpenAI. Et en plus de ça, vu que c'est chinois, je pense qu'il y a des réels freins à l'adoption. Et d'ailleurs, récemment, j'ai vu passer un titre comme quoi le gouvernement taïwanais, donc là où est TSMC, a interdit à toutes les entreprises à Taïwan d'utiliser DeepSeek, donc de peur du coup de transmettre des informations critiques à la Chine, notamment, vous le savez, TSMC c'est un peu le secret de polichinelle de Taïwan, c'est leur petit bébé, ils veulent absolument le garder à Taïwan, ils sont très proches des États-Unis, c'est vraiment géopolitiquement, Taïwan et TSMC, c'est le nerf de la guerre, c'est peut-être le point l'entreprise la plus importante au monde aujourd'hui. Et forcément, ils n'ont pas envie que TSMC se mette à faire des requêtes sur DeepSeek et détecter toutes les informations qui partent en Chine. Voilà. Mais du coup, est-ce que Nvidia, le leader des puces, est-ce qu'il est menacé? Déjà, pour comprendre si Nvidia est menacé, il faut comprendre l'avantage compétitif d'Nvidia. Qu'est-ce qui fait que Nvidia aujourd'hui est valorisé à des niveaux complètement presque débiles, puisque Nvidia a des PE et surtout pas forcément des PE mais des price to sales qui sont impressionnants. J'ai écouté un podcast sur TIP sur We Study Billionaires qui parlait de ça. Le mec qui disait que le problème d'Nvidia c'est pas forcément son PE parce qu'ils ont des EPS énormes parce qu'en fait ils ont des marges énormes, mais que c'est leur price to sales et que rarement dans l'histoire on a vu des entreprises avec un price to sales aussi élevé, c'est-à-dire que l'entreprise est valorisée je sais pas combien, 15-20 fois en fait son chiffre d'affaires et c'est encore plus choquant que le PE. Parce que tout simplement si les marges d'Nvidia se contractent, c'est la dégringolade en bourse. Même le nombre de ventes en fait dégringole. C'est ça. Mais donc pourquoi Nvidia est en pole position? Nvidia conçoit les fameuses puces GPU et des infrastructures logicielles indispensables pour le développement et le déploiement des modèles d'IA, principalement génératifs comme ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Vous les connaissez maintenant, je pense, très bien. Et pour comprendre, il faut revenir sur les différentes puces logiques. Rappelez-vous, on a les puces logiques et les puces analogiques. Si vous suivez maintenant nos contenus sur les semi-conducteurs, sur AMAT, sur Texas Instruments, alors vous n'avez pas l'air d'aimer Texas Instruments, elle a floppé la vidéo, mais allez la voir quand même, c'est vachement intéressant. Donc les puces logiques, ça va être toutes les puces Nvidia, Intel, Apple. Les puces analogiques, c'est toutes les puces qui sont développées par Texas Instruments, Analog Device, Monolithic Power Systems et ST Micro, notamment en Europe. Que tu as développé dans chaque vidéo analyse d'action. Ouais. Quand tu avais fait donc les puces logiques, ça va être les puces qui vont faire des calculs, donc CPU, GPU, TPU. Les puces analogiques, ça va être les puces qui vont permettre de transformer des signaux analogiques en signaux numériques. Donc typiquement des capteurs de chaleur, des capteurs de son, des capteurs de lumière ou encore des puces qui transforment, comme par exemple le MPWR, donc Monolithic Power System, des puces qui transforment des signaux électriques. Donc qui va transformer la tension ou le voltage d'un signal électrique. Bref, allez voir les deep dives et les analyses si ça vous intéresse. Donc CPU, qu'est-ce que c'est? Un CPU, c'est Central Processing Unit. Donc c'est le cœur de votre ordinateur, c'est l'unité centrale de traitement. Le CPU, c'est le cerveau de l'ordinateur, il exécute les instructions des programmes, gère les opérations de base et coordonne tous les composants de l'ordinateur. Il fait du traitement général, de la logique, du contrôle et il est bon pour les tâches séquentielles. Et pour faire une petite analogie sur les CPU, c'est un peu le chef d'orchestre qui assure que chaque instrument joue correctement au bon moment. Ensuite, on a les GPU, donc les Graphics Processing Units, donc les unités de traitement graphique. Le GPU était initialement conçu donc pour le traitement graphique, mais est devenu un processeur parallèle qui est utilisé de plus en plus pour faire des calculs intensifs. Donc le GPU à la base, c'est les fameuses cartes graphiques Nvidia, c'est des cartes graphiques de gamers. C'est des cartes graphiques qui peuvent faire tourner Call of Duty, qui peuvent faire tourner Battlefield, toutes ces belles choses. Si vous avez été un gamer, vous avez tous probablement acheté une carte graphique Nvidia dans votre vie si vous avez monté votre tour gamer. Moi, ça a été mon cas. Moi, j'en ai une dans mon Windows. T'aurais d'ailleurs probablement dû acheter du Nvidia à la place du Ubisoft. On l'a déjà dit, mais c'est pas le sujet. Donc, les GPU sont très pratiques pour faire du traitement parallèle de données, donc pour paralléliser à l'inverse du CPU qui est séquentiel. Donc le CPU, il va traiter les données, les tâches l'une après l'autre, alors que le GPU, il va paralléliser, il va traiter toutes les tâches en même temps, en parallèle. Donc c'est idéal pour les calculs complexes, pour les jeux vidéo, pour le rendu d'image, et notamment pour l'IA et l'apprentissage automatique, donc le machine learning, le deep learning. Vous comprenez maintenant que tout est lié dans nos explications. L'analogie du GPU, c'est un peu une équipe de travailleurs spécialisés dans une tâche répétitive,
comme par exemple peindre un grand nombre de murs identiques, assembler un boulon, etc. Donc c'est plein de travailleurs différents qui vont pouvoir faire des tâches répétitives en parallèle, du coup, donc parallélisées. Ensuite, on a le TPU, donc le Tensor Processing Unit, donc unité de traitement tensoriel. C'est un processeur spécialisé conçu par Google spécifiquement pour accélérer des opérations d'apprentissage automatique et d'IA, donc machine learning, deep learning. Ils sont optimisés pour les calculs matriciels, essentiellement pour donc le deep learning, les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle. Donc là, au niveau de l'analogie, c'est un outil très spécialisé conçu pour une tâche spécifique, comme par exemple une machine qui plie le papier d'une façon très spécifique et très rapidement. Donc ça, c'est développé par Google et ça peut, je pense, à terme donner un avantage compétitif à Google dans l'IA parce que c'est les seuls, un plus, parce que c'est les seuls à avoir cette approche. Il faut pas oublier que les GPU, ça s'est retrouvé au cœur de l'IA un peu par dépit en fait. À la base, un GPU, c'est pas conçu pour l'IA du tout. Alors que Google, eux, ils font des TPU qui sont designés dès le départ pour l'entraînement de modèles d'IA. Donc c'est peut-être plus performant et peut-être que ça va permettre à Google de développer un avantage compétitif à terme via cette approche. Et c'est absolument parce que quand vous regardez le cours, par exemple, le cours de bourse d'NVIDIA, pendant des décennies, pendant au moins une décennie, ça a été vraiment très très flat, il s'est rien passé. Le nombre de gamers n'allait pas énormément changer, ce sont des ordinateurs qui coûtent quand même assez cher à l'achat, des cartes graphiques qui coûtent assez cher. Donc c'est vraiment utilisé pour des domaines en particulier. Et c'est un peu arrivé comme ça avec l'intelligence artificielle qui a pop-up. Et ils se sont dit, en fait, putain, il y a quoi comme outil aujourd'hui ou qui peut vraiment servir? Et quand les ingénieurs ont trouvé ces GPU qui existaient déjà, ils se sont rendus compte, et qui fabrique les GPU principalement et les meilleurs, c'est Nvidia. Et Nvidia s'est retrouvé là-dedans un peu sans le vouloir, et vraiment le cours de bourse, on sait ce qui est devenu, il a explosé. Mais à la base, Nvidia, pendant de très très longues années, n'a absolument rien fait en bourse. C'était une entreprise de très bonne qualité, mais ultra nichée sur quelque chose, voilà, des gamers, beaucoup de puissance informatique, mais vraiment axée sur la vidéo, du modélisme 3D, du jeu vidéo. Donc voilà, quelque chose qui est tout à fait assez flat. Tout à fait. Et donc du coup, pourquoi est-ce que donc les GPU d'NVIDIA qui sont passés de cartes graphiques de gamer à un peu le must-have de l'IA, pourquoi? Tout simplement parce que ça permet de faire des calculs en parallèle. Les GPU ont des milliers de cœurs spécialisés, contrairement aux quelques cœurs des CPU. Donc ça permet d'effectuer des opérations en parallèle, donc plusieurs calculs simultanément. C'est très efficace pour les calculs intensifs de l'IA, donc pour l'entraînement de modèles d'IA qui nécessitent des milliards d'opérations. Les GPU peuvent gérer cette charge de calcul massive et accélèrent considérablement le processus d'entraînement. Ça permet une performance décuplée. La capacité de calcul parallèle se traduit donc par des traitements beaucoup plus élevés que celle des CPU pour les tâches d'IA, et cette performance est cruciale pour l'efficacité des algorithmes de deep learning. Donc Nvidia, le leader incontesté des GPU pour l'IA, GPU que tu viens d'expliquer. Donc Nvidia, on est bien d'accord, a révolutionné le domaine de l'intelligence artificielle en développant ces fameuses GPU qui sont conçues spécifiquement pour l'apprentissage automatique, donc le machine learning, et donc pour l'intelligence artificielle in fine. Ces puces se distinguent par plusieurs éléments. Déjà, premier élément, c'est des cœurs Tensor, donc le Tensor Core. Donc les cœurs dans ton ordinateur, le fameux i5, i7, i3, etc. Donc les cœurs Tensor, ce sont des unités de calcul dédiées aux opérations de deep learning. En fait, le but, c'est d'optimiser les performances et l'efficacité. Ensuite, on va retrouver une puissance de calcul qui est énorme. Les GPU Nvidia atteignent des niveaux de performance exceptionnels, les meilleurs du marché, comme la fameuse H100, la dernière puce d'Nvidia, qui peut dépasser 1000 teraflops. Donc les teraflops, c'est par seconde, c'est l'unité de mesure de puissance des GPU, des puces. Ouais. Puce H100 qui coûte $40 000. 40 000 dollars pièce. Quand le marché va bien, on est bien d'accord. Quand il y a des problèmes sur la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement, le prix des puces explose. Il est même passé à, j'avais vu, 60, 80, même 100 000 dollars sur certaines puces quand il y a des complications, des problèmes géopolitiques, etc. Et donc forcément, le troisième point, ça va être une consommation énergétique optimisée. Nvidia s'efforce de minimiser la consommation énergétique de ces GPU et les rendant donc
plus adaptées aux infrastructures de data center. Forcément, allumer un ordinateur, ça demande un peu de puissance. Vous imaginez bien que faire tourner 1000, 2000, 4000 puces H100, ça consomme énormément d'électricité et forcément, ça se ressent dans le coût final. L'électricité consommée vraiment à une échelle très très élevée est un coût absolument essentiel à prendre en compte pour quelque entreprise que ce soit. Et d'où le développement du nucléaire dans toutes ces sociétés qui veulent entraîner des modèles d'IA parce que ça consomme une quantité d'énergie indécente. Absolument. Pour vous donner un exemple concret, le modèle ChatGPT 4 nécessite des dizaines de milliers de GPU NVIDIA H100 pour fonctionner correctement. Des dizaines de milliers, illustrant donc l'importance des GPU NVIDIA pour l'entraînement des modèles d'IA les plus avancés. Ce que je vous encourage à faire, vous faites 40 000 fois 10 000, 40 000 $ fois 10 000 plus, et sachant qu'il y en a plus, vous allez voir que votre calculatrice va bugger pour vous donner vraiment le prix que les entreprises investissent, des dizaines et des dizaines de milliards par an. Donc, il vaut mieux que ça fonctionne. D'où les fameux capex qui explosent sur les entreprises tech. Absolument. Donc ensuite, la course à la puissance de calcul, c'est le nerf de la guerre. Plus ta puissance de calcul est élevée, plus ta puce fonctionnera mieux, plus ton MLM à la fin, ton LLM sera meilleur que les concurrents. Donc les hyperscalers, les AWS, les Google Cloud, les Microsoft Azure investissent massivement à hauteur de milliards et de milliards de dollars chaque année dans les infrastructures NVIDIA, dans leurs propres infrastructures également, pour acquérir cette fameuse puissance de calcul qui est nécessaire au développement de l'IA. Ils partent du principe où plus tu investis, plus ta puissance de calcul sera mieux que celle du concurrent. C'est pour ça que c'est un peu la guerre de toi t'investis 2, moi je vais investir 4, moi je vais investir 8. Et c'est là où vous vous rendez compte le problème, parce que DeepSeek est arrivé avec ses puces qui datent du millésime dernier, et ils sont quand même dans le jeu. Donc, est-ce que... C'est ça remet en cause le modèle absolument, de toujours acheter plus de puces, de développer la puissance de calcul, si DeepSeek est capable de le faire pour beaucoup moins cher, en fait. Alors, pour entrer un peu plus dans le catalogue de produits, si je peux le dire comme ça, donc les gammes de puces NVIDIA pour l'intelligence artificielle. Il y a la H100, celle dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc la H100, c'est la principale, c'est celle qui est principalement utilisée pour l'entraînement des modèles d'IA. Les clients majeurs, pas besoin de les citer, mais on va les citer, OpenAI, Google, Meta et Microsoft principalement. On va retrouver également la A100, qui est utilisée pour l'entraînement et l'inférence, donc l'utilisation. C'est un processus donc d'utilisation des modèles pour de nouvelles données. Les clients majeurs vont être AWS, Tesla et Baidu. Et la B100 qui devrait arriver assez prochainement, ce serait la nouvelle puce qui est destinée à la nouvelle génération d'IA, une IA toujours plus performante, toujours plus proche de l'homme. Il est ciblé vers les entreprises proposant des serveurs boostés à l'intelligence artificielle, les fameux nouveaux data centers qui devraient faire leur apparition très prochainement, surtout avec Meta qui va envoyer, je crois, 10 milliards de dollars dès l'année prochaine, dès cette année. Et les investissements massifs, tu as vu donc le nouveau gouvernement Trump qui investit 500 milliards dans l'IA, donc tout ça c'est du concret, tout ça va arriver dans les années à venir, ça va être monstrueux. Donc au-delà des GPU, les supercalculateurs IA de NVIDIA. NVIDIA ne se contente pas de vendre des GPU, elle propose également tout un écosystème et notamment des supercalculateurs IA clés en main. T'achètes le truc, tu l'as, il n'y a plus qu'à brancher, ça fonctionne. Et on peut notamment citer donc le DGX A100 et le DGX AH100, donc des DGX qui sont composés des deux puces mères de NVIDIA. En fait, ce sont des clusters, donc en gros, imaginez des méga conteneurs ultra puissants avec des GPU, blindés de GPU à l'intérieur, qui sont conçus pour entraîner les IA géants. Il y a le DGX Cloud, donc c'est une offre cloud de NVIDIA qui permet d'accéder à ces services d'IA directement sans nécessité de posséder une infrastructure matérielle. C'est très fort, je trouve, de la part d'NVIDIA, parce que ça permet de proposer des solutions clés en main au lieu d'investir dans
des infrastructures, de la climatisation, des systèmes ultra énergivores. Ils ont le DGX Cloud, le cloud, hein, et j'ai envie de dire, c'est exactement quasiment le même système que Google Drive. Tu cliques, tu rentres ton mot de passe et tu as vraiment pas tout, mais t'as la puissance de calcul qui est offerte par Nvidia directement avec une solution cloud, donc des investissements beaucoup plus inférieurs. Et pour vous donner un exemple concret, encore une fois, hein, OpenAI utilise massivement les clusters DGX H100 pour entraîner le fameux chat GPT. Alors maintenant, le logiciel NVIDIA, donc un écosystème qui est absolument essentiel, le CUDA. CUDA qui est le Compute Unified Device. Unified Device Architecture. Merci Hugo. Donc c'est un logiciel essentiel qui optimise les GPU pour le deep learning. Il est absolument indispensable pour les ingénieurs en intelligence artificielle. Une fois qu'un ingénieur une fois qu'un ingénieur comprend le système du CUDA, il ne peut pas, ou ça sera très difficile et très risqué pour l'entreprise de pivoter sur un autre écosystème. Une fois qu'un ingénieur est formaté et formé sur du CUDA, il est locké, il est verrouillé. C'est là que c'est fort Nvidia. C'est fort. C'est fort, mais on va voir. On va voir. Je pense qu'on a le même avis sans s'être concerté, je crois. Bon, donc CUDA, je viens de vous le présenter. Donc Nvidia ne se limite pas au hardware et développe des frameworks logiciels pour optimiser ses GPU. Alors juste les frameworks, hein, moi je ne le savais pas ce que c'était à la base. Donc les frameworks, ce sont des ensembles d'outils, de bibliothèques et de règles qui servent en fait à développer, à entraîner et déployer des modèles d'IA plus facilement. Pour ceux qui ne savent pas, une bibliothèque, hein, c'est pas celle dont on entend, hein. Mais en fait, une bibliothèque, c'est un ensemble de fonctions que l'on appelle au besoin, donc les fameux tools, hein, c'est ça, des outils. Ouais. Voilà. Ouais, en fait, pour vous donner vraiment moi, je une savais idée pas, pour tu vois. ceux qui ont aucune connaissance dans le code, par exemple, tu vas pas réinventer la roue à chaque fois que tu codes. Ce qui fait que tu vas utiliser des bibliothèques de fonctions ou des frameworks qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite et qui vont te permettre de repartir de travail qui a déjà été fait. Je te donne un exemple. Tu vas pas t'amuser à reprogrammer tous les 4 matins le codage de fonctions mathématiques ou le codage de dates. Donc par exemple, quand tu utilises un langage de programmation, par exemple JavaScript, tu as par exemple une bibliothèque qui te sert à gérer les dates, tu vois, qui est une fonction préprogrammée, tu vois, tu tapes new date, tu mets entre parenthèses ta variable et ça transforme automatiquement ta variable en date au format date ISO international, etc. Donc t'as pas besoin toi-même de coder cette fonction. Pareil, tu as des fonctions mathématiques comme je sais pas, comme Non, mais un peu comme du coup, c'est Google Sheet quand tu retrouves tes ouais, fonctions déjà exactement. préenregistrées. Exactement. En fait, les bibliothèques, c'est juste des fonctions préenregistrées, c'est juste des blocs de code précodés que tu peux appeler comme ça, comme les fonctions Google Sheet. Exactement, c'est ça. Okay. Voilà. Bon. Et les frameworks, c'est des outils plus avancés en fait qui te permettent de globalement, c'est juste des outils plus avancés qui te permettent de coder d'une manière spécifique dans une Plus architecture facilement. spécifique et d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc Nvidia, comme je vous l'ai dit, hein, ça ne se limite pas au hardware, mais voilà, il y a du framework, il y a du logiciel pour optimiser ces fameuses GPU. Les GPU, ça coûte cher à l'achat, donc faut une fois que tu as une GPU, ça serait bien qu'il y ait des mises à jour dessus, que voilà, c'est pas une fois que tu l'achètes qu'il y ait une dévalorisation complète. Donc d'où l'intérêt du logiciel proposé par Nvidia. Et il y en a plusieurs, notamment le QDNN. Donc, c'est une bibliothèque logicielle qui accélère le deep learning sur les GPU. Tu as une GPU, tu mets en plus un QDNN, ta GPU, elle est encore plus performante. Ensuite, tu as le TensorRT. C'est un outil d'optimisation des modèles d'IA permettant une exécution plus rapide et plus efficace. Tu as une GPU, tu as un QDNN, tu peux rajouter un TensorRT. Je pense que ça doit être à peu près ça le principe. Et donc ensuite, tu as NVIDIA IA Enterprise. Donc c'est en fait là un package complet, c'est le full option, hein, donc un package complet d'outils d'intelligence artificielle pour les entreprises, allant des outils de développement à l'optimisation des modèles. Et là, vous comprenez vraiment la force d'NVIDIA qui s'occupe pas, c'est pas un vendeur de puces. C'est un vendeur de puces, certes, mais qui va continuer de les bichonner et de prendre main dans la main son acheteur
en développant toujours plus de... En fait, il va scaler sur son produit. En fait, il part d'un produit physique et il peut lui apporter une touche progressive au fur et à mesure. Pour faire le parallèle, si vous avez eu un jour dans votre vie une carte graphique Nvidia, ta carte graphique Nvidia, elle marche pas toute seule. Ta carte graphique Nvidia, tu as le logiciel Nvidia GeForce sur ton ordinateur qui te permet de faire tourner les drivers de ta carte graphique et qui te permet donc de l'optimiser pour les jeux auxquels tu joues. Toi, sur ton ordinateur, tu as peut-être le GeForce, Nvidia GeForce d'installer. En fait, là, c'est le même principe pour l'IA. C'est-à-dire que quand tu achètes tes H100, tes H100, faut bien quelque chose pour les faire fonctionner. Elles vont pas fonctionner toutes seules. Donc, tu as toute la suite logicielle d'Nvidia qui est fournie avec, qui te permet directement, tu branches ta H100, t'installes les logiciels, paf, tu peux faire tourner et entraîner ta H100 sur des modèles d'IA hyper rapidement, comme quand tu installes GeForce. Parce que sans le driver logiciel, tu peux rien faire avec le matos, quoi. Il faut le hardware et le software pour que ça fonctionne. Absolument. Et donc, pour vous donner un titre d'exemple, donc les modèles phares de l'IA comme les ChatGPT, les Gemini et les clouds d'Anthropic sont optimisés pour CUDA et TensorRT. Donc, ça souligne encore une fois l'importance de cet écosystème logiciel qui est proposé par Nvidia. Ouais. Et là aussi, je vous le fais pas dire, des GPU, des H100, etc. pour Nvidia, c'est un coût, mais on le sait, des entreprises logicielles, tes marges sont beaucoup plus supérieures. Tu marches beaucoup plus sur du logiciel que sur du produit. Donc, c'est vraiment un écosystème qui est puissant et de toute façon, ça se ressent dans les marges d'Nvidia. On va pas vous faire une analyse quantitative là, mais tout est disponible en soi dans l'application. Ce sont des marges brutes à 80, 77, j'avais vu, %. Donc, pour 100 euros d'investi, elle récupère à la fin 77 euros de marge brute. Donc, c'est colossal. Donc, Nvidia est présente dans les data centers, les fameux centres de données, parce que Nvidia fournit une infrastructure complète pour les serveurs d'intelligence artificielle, avec notamment 2 sections. Le Nvidia Base Command, donc une plateforme cloud pour gérer les supercalculateurs IA, et Nvidia Grace Hopper. Bien. Attention. What else? Donc, une architecture innovante combinant CPU et GPU, donc ce qui permet d'améliorer significativement les performances des serveurs IA. Ouais. Je pense que vous comprenez bien que c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire un podcast, même si ça peut être un peu long et un peu touchy à comprendre, mais on pouvait pas rentrer directement dans le vif du sujet du DeepSeek et du Nvidia sans parler qu'est-ce que c'est un TPU, un CPU, un GPU. Ce sont des termes qu'on doit connaître, moi-même que je ne connaissais de nom, mais en soi, tant qu'on rentre pas dans le détail, on peut pas réellement comprendre. Si vous n'êtes pas codeur et si vous n'êtes pas trop du milieu, c'est un secteur que vous voyez partout, que vous entendez partout, et notamment qui cartonne en bourse. Donc, c'est l'occasion, je pense, par ce podcast, de comprendre un peu cet écosystème et au moins, vous savez de plus en plus dans quoi vous investissez. Moi, par exemple, je suis pas investisseur chez Nvidia, toi non plus, mais tu vois, d'être investisseur chez Amat, tu comprends toujours plus cet écosystème d'intelligence artificielle et tu es de plus en plus à l'aise avec ce dans quoi tu investis. Focus Fondamental Podcast, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de comprendre toujours plus dans quoi on investit. On est passionné de stock picking, donc le but c'est de connaître réellement dans quoi on investit. Et voilà, c'est ce qu'on essaye avec Hugo de vous faire connaître. Tout à fait. Mais donc maintenant qu'on a vu l'avantage compétitif d'Nvidia, qui est, il est fort. Il est fort. C'est fort, Nvidia. Il est présent, ouais. C'est fort, et c'est pas que du hardware, comme on l'a dit, c'est aussi du software, et c'est une intégration hardware-software très intéressante. Donc, est-ce que l'avantage compétitif d'Nvidia est en danger, puisque DeepSeek a ébranlé les marchés? Est-ce que DeepSeek est une réelle menace pour Nvidia? Donc déjà, Nvidia bénéficie d'un avantage concurrentiel large aujourd'hui, donc un fameux large moat, une grande douve stable dans le domaine de l'IA, mais plusieurs facteurs peuvent menacer sa position à long terme. Déjà, son avantage compétitif aujourd'hui, il est constitué de 2 choses. D'actifs intangibles, donc les fameuses technologies d'Nvidia, donc avec les cœurs Tensor, l'architecture optimisée, donc Nvidia possède une expertise inégalée dans la conception de GPU dédiée à l'IA, notamment, donc tu l'as dit, les cœurs Tensor, l'architecture CUDA, etc.
Tout ça, ça repose sur des brevets, sur de l'expertise technologique. Donc, c'est vraiment des actifs intangibles. Et également l'écosystème logiciel CUDA, le logiciel phare d'NVIDIA qui est devenu le standard de l'industrie pour le développement de l'IA, qui crée une forte dépendance des développeurs et des entreprises. Et donc, on arrive au deuxième avantage compétitif d'NVIDIA, les coûts de changement, les fameux switching costs qui sont monstrueux, puisque les modèles d'IA, ils sont optimisés pour CUDA, ce qui rend difficilement et coûteux le passage à des solutions concurrentes comme AMD ou encore Intel. Bon, Intel À moindre mesure. à moindre mesure, mais par contre AMD, attention, AMD, ils sont toujours présents, ils sont toujours là, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et également le prix élevé des GPU, puisque un H100 coûte plus de 40 000 $, c'est un investissement majeur. Une fois que tu as acheté tes 500 H100, que tu fais tout tourner sur CUDA, tu vas pas t'amuser dans 5 ans à basculer Putain, chez Intel, ça AMD. peut être top, je Oh rachète des tiens, AMD, Intel, ils ont allez, je sorti les un nouveau débranche. truc, allez. Non, surtout que c'est revendable le truc. C'est revendable. Tu vas pas revendre tes H100 sur le marché. Enfin, en fait, les Que t'as H100, acheté en 2024, tu vois. voilà, il faut bien se dire que les H100, ça sert à rien à part à l'IA. C'est-à-dire que t'as que des entreprises technologiques comme les Magnificent Seven qui peuvent acheter ça et qui peuvent se permettre d'acheter ça. Et qui surtout ont l'utilité d'acheter ça. Donc, une fois que tu les as achetés, t'es bloqué. Une fois que tu les as achetés, t'as fait ton investissement, c'est terminé. Mais il y a des menaces potentielles pour cet avantage compétitif d'NVIDIA. Déjà, la concurrence accrue, puisqu'on a AMD avec ses MI300X qui proposent des GPU compétitifs avec un meilleur rapport qualité-prix qu'NVIDIA. Ce qui pourrait attirer les clients qui sont plus sensibles au coût, même si, attention, puisque moi j'avais entendu que il y a beaucoup d'entreprises qui, même si les puces d'NVIDIA sont plus chères que les puces d'AMD, préféreront toujours payer plus cher les puces d'NVIDIA parce qu'elles sont meilleures, en fait, tout simplement. On a Intel, donc les fameuses, qui proposent des puces low cost, qui se positionnent sur le segment de l'IA à moindre coût, visant les applications moins exigeantes. Donc Intel, ils sont déjà finito, hein, ils sont morts depuis pas mal d'années, donc ils essayent tant bien que mal de gratter des parts de marché par-ci par-là. Et moi, je pense que la vraie menace, parce que on l'a dit, concrètement, les clients d'NVIDIA, c'est qui? C'est Google, c'est Microsoft, c'est Amazon, c'est Meta. Bah, ils dépensent des sommes astronomiques chez Nvidia. Je pense que ils font les calculs sur le papier, ils se disent attends, ouais, Nvidia ils prennent des marges de 70%. Jensen Huang il est mignon, mais moi j'ai pas envie de raquer pour sa villa, je sais pas où, tu vois. Et puis c'est un risque, C'est fondamentalement. un risque, ils dépendent d'Nvidia. Donc toutes ces sociétés, Google, Amazon, Meta, ils investissent pour développer leur propre puce. Et moi, je pense qu'au-delà d'AMD et d'Intel, c'est vraiment ça le gros risque. Parce que Google, il développe les TPU, on en a parlé. Amazon, il développe leur puce Trainium. Et Meta également développe ses propres puces pour réduire leur dépendance à Nvidia, pour réduire leurs coûts et surtout pour avoir leur technologie propriétaire. Parce que voilà, la dépendance à Nvidia, ça coûte cher. Tu rinces Nvidia, tu leur rinces des marges de 70%. Donc, faut te dire que tu as 70% de ton prix d'achat qui passe dans les poches de Jensen Huang. Et surtout, bah voilà, t'es dépendant. Donc, s'il y a un problème qui arrive avec Nvidia, t'es pieds et mains liés. Donc, c'est un réel risque pour les Mag 7 qui ont des moyens financiers considérables, des free cash flow importants et des dépenses en capex qui leur permettent d'investir et de développer ce genre de solutions. Et à titre personnel, je pense que c'est vraiment ça le gros risque. Réglementation également. Restriction à l'export, avec l'interdiction de la vente de GPU d'NVIDIA avancées, donc les fameuses H100 à la Chine, qui peuvent limiter la croissance d'NVIDIA et potentiellement encourager le développement de solutions alternatives en Chine. Les entreprises chinoises, elles vont pas juste rester comme ça sur le carreau, sur le tapis. Le CCP, il va faire des grands chèques de yuan, Qui valent rien. qui valent rien, mais bref, il peut faire des grands chèques et ils vont essayer de développer leurs puces en Chine. Des possibilités de solutions alternatives, puisqu'on en vient à DeepSeek. Si des entreprises comme DeepSeek parviennent à atteindre des performances comparables à celles d'OpenAI sans utiliser les puces d'NVIDIA, à quoi bon utiliser les puces d'NVIDIA? Dans ces cas-là, évidemment, les entreprises sont pas débiles, elles préfèrent dépenser moins, forcément le rapport coût-revenu. Forcément, si tu peux te permettre de dépenser moins pour avoir les mêmes résultats, tu vas le faire. Donc ça remettrait la question et la nécessité de dépendre de cette technologie. Et on peut noter des menaces additionnelles, en tout cas sur Nvidia spécifiquement, c'est la croissance et les valorisations qui sont risquées, puisque les valorisations sont monstrueuses. On a des prévisions de croissance exceptionnelles, la valorisation d'Nvidia qui repose en grande partie sur des prévisions de croissance très optimistes dans le secteur de l'IA, qui pourraient ne pas se matérialiser. Et si les prévisions de croissance
Si Nvidia commence à rater ses objectifs ou à revoir ses prévisions de croissance à la baisse, le cours de bourse, il est finito. C'est le problème des valorisations élevées, c'est qu'au moins, à la moindre secousse, plus t'en attends, plus tu peux être déçu et plus le marché peut être très très optimiste, comme revirement de situation est extrêmement négatif. On l'a vu avec DeepSeek, honnêtement, la baisse des marchés à cause de DeepSeek n'était pas du tout justifiée. Qu'on vienne pas, encore une fois, qu'on vienne pas me dire que les marchés sont efficients. Je suis désolé les gars, l'argument des marchés efficients, il marche à 15, 20, 30 ans sur le long terme si vous voulez. Mais à court terme, les marchés sont tout sauf efficients. DeepSeek en est encore une preuve. Donc, les niveaux de valorisation actuels d'NVIDIA sont très élevés, ce qui la rend vulnérable à une correction des marchés en cas de ralentissement de la croissance ou d'émergence de menaces concurrentielles. Et moi, je pense que la menace principale vienne des Mag 7 qui n'ont pas envie de rincer NVIDIA toute leur vie. Et les cycles technologiques, puisque le domaine de la technologie, en particulier l'IA, évolue rapidement, constamment, et de nouvelles solutions pourraient émerger et supplanter les technologies actuelles d'NVIDIA, ce qui menace sa position de leader. Voilà, je pense qu'on a bien dégrossi. Je pense aussi. Je pense qu'avec ce podcast, vous avez toutes les clés en main pour comprendre le problème qu'il y a eu avec DeepSeek, l'avantage compétitif d'NVIDIA, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, pourquoi NVIDIA est importante vis-à-vis de l'intelligence artificielle, et est-ce que son avantage compétitif est en danger ou pas. Jean, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que l'intelligence artificielle va être quelque chose, j'ai envie de dire d'extraordinaire, mais ça l'est déjà. Ah oui, ça l'est déjà. Toi, ça t'aide énormément au quotidien. Moi, ça m'aide à moindre mesure dans mon travail, vraiment à moindre mesure, mais je le vois même dans la préparation des vidéos, je le vois dans la préparation. Et en fait, t'as pas dit que des fois t'avais fait des calculs pour la pose de vitre? Avec un collègue du travail, on s'est amusé, vu qu'on connaît de travail en soi. Quand tu poses des doubles vitrages, etc., t'as des jeux à déduire lors de la prise de mesure. Et on se demandait, est-ce que ChatGPT, en soi, si tu lui dis, explique vraiment bien, voilà, le double vitrage et mesure tant, c'est des parts closes en aluminium, etc., combien de jeux il faut déduire? Putain, excusez-moi l'expression, il s'est vraiment bien débrouillé. Franchement, je pense que niveau convention, il était bon. Après, voilà, les goûts et les couleurs, on a chacun notre façon de poser. Mais franchement, il était vraiment très proche de la réalité, à quelques millimètres près. Donc, c'était vraiment impressionnant. Et rien que, en miroiterie-vitrerie, je voyais ça, je me dis, mais attends, sur le côté informatique, ça doit être absolument colossal. Parce que, bon, ChatGPT, il use la donnée des codeurs, de gens qui l'utilisent. Moi, ChatGPT est pas dans mon cerveau, il sait pas comment je pose un double vitrage, tu vois. Donc, c'est compliqué pour lui d'avoir ma donnée à moi qui est propre à mes mains, à mon travail, etc. Et je le vois aussi dans mon environnement proche. J'ai des amis qui travaillent côté finance, côté en tout cas informatique, etc. Et tu te rends compte vraiment de l'importance et l'omniprésence au fur et à mesure que représentent les LLM, donc les ChatGPT, les Gemini, etc. qui et beaucoup, et c'est ça qui est marrant, me disent, en fait, maintenant, je ne peux plus passer une journée sans envoyer une requête. C'est vraiment, tu te rends compte que notre génération est en train de connaître ce que les millions ont découvert avec l'arrivée d'Internet et tout ce qui en a suivi. Les gens étaient en mode au début, oh, Internet, ça, c'est bizarre, etc. Bon, aujourd'hui, le premier réflexe, tu te lèves, tu regardes tes mails, tu regardes tu regardes tout ça, quoi. Enfin, c'est Internet. Nous, on vit, vous nous regardez grâce à Internet. Enfin, c'est omniprésent. Et je trouve que l'intelligence artificielle est une révolution. Alors, il y a une hype absolument incroyable sur l'intelligence artificielle. Comme il y a eu une hype sur Internet dans les années 2000, mais ça n'a pas empêché que ce soit une révolution pour autant. Et à moindre mesure, je pense que la bulle, vraiment, on en avait parlé plusieurs fois, mais la bulle des années 2000 est complètement différente de celle qui est aujourd'hui. Je pense, mais on va pas forcément le développer, mais je pense que vraiment il y a une bulle différente. Est-ce que, après ta question, c'était est-ce que j'investirais, je pense, dans Nvidia? Alors, je pense qu'on peut conclure de deux manières. Est-ce que tu investirais dans Nvidia et comment est-ce que tu t'exposes à l'IA, toi, personnellement? Alors, comment je m'expose à l'IA? Alors, d'abord, est-ce que tu investirais dans Nvidia? Alors, est-ce que j'investirais dans Nvidia? Déjà, pour faire une réponse courte mais aussi précise,
je veux investir plutôt dans vraiment ce que je connais. Et le deep dive en soi qu'on est en train de faire, enfin même un mini deep dive en quelque sorte, euh, il est super parce que moi je connaissais pas forcément aussi bien que avant cette préparation qu'on a faite. Ce secteur-là, c'est un secteur qui est vraiment particulier. Quand tu touches pas à l'informatique, honnêtement, il est touchy, hein, le truc. Moi, je suis autant pour Hugo, ouais, mais voilà, le LLM, le framework, bon, je connais pas du tout, hein, vraiment, mais du tout, du tout. Donc, c'est toujours un frein en fait d'investir dans une entreprise comme Nvidia, qui est, bah oui, fondamentalement, elle est exceptionnelle, quantitativement, elle est exceptionnelle. Puis forcément, je vais pas te dire, moi, j'investis pas dans Nvidia alors qu'elle t'a fait 300% en 2 ans, tu vois. Donc oui, si elle arrive à $50, je vais l'acheter parce que bon, faut m'oblige, je suis humain, je suis comme vous. Mais personnellement, je me dis, je serais pas à l'aise forcément à détenir du Nvidia en portefeuille parce que c'est quelque chose qui est tellement abstrait pour moi, même si voilà, je commence à connaître les H100, les B100, les nanettes, tout ce que tu veux, mais ça reste une société qui vraiment, selon moi, peut se faire disrupter par un nouvel arrivant, des puces plus puissantes, Par les big etc. tech, tout simplement. Et par les big tech, honnêtement, je suis beaucoup plus à l'aise à détenir du Alphabet, pourquoi pas du Amazon par la suite, parce que elles ont des montagnes de cash. Euh, elles ont des montagnes de cash. Hein. Elles crachent énormément de free cash flow qui leur permettent d'investir. Et à mon échelle, je comprends beaucoup plus le fonctionnement d'Alphabet, même si je comprends pas tout. Enfin, si je comprends bien, mais bon, bref, je comprends bien Alphabet, alors que Nvidia est tellement axé sur un secteur particulier qui est en mouvement continu. On est arrivé DeepSeek, il peut y avoir un nouveau concurrent qui arrive dans 2 semaines, un an, on ne sait pas. Et voilà, je pense que ça peut vraiment poser problème. Donc Nvidia, fondamentalement, quantitativement, je pourrais l'avoir en portefeuille. C'est une société de qualité. Elle a un avantage concurrentiel très important, enfin, même 2 avantages concurrentiels très importants, mais en tout cas, à ces niveaux de valorisation actuels, je ne l'achète pas, ça c'est sûr de sûr. Et personnellement, je préfère acheter, je pense, du Alphabet, me renforcer sur du Alphabet, dans laquelle je crois beaucoup plus. Pourquoi pas du Microsoft, mais il faudrait qu'on en reparle, je pense, dans une autre vidéo. Euh, voilà. Et toi, Hugo? Bah écoute, moi Nvidia, déjà la valorisation pour moi Un c'est frein. mort. Hein. Elle a beau être la meilleure entreprise du monde, une valorisation pareille, tu rentres pas dedans maintenant. De rentrer dedans maintenant, c'est suicidaire. Tu rentrais dedans il y a 2-3 ans, pourquoi pas? Honnêtement, si t'avais bien timé le truc, que tu voyais que la valorisation était élevée, mais que t'avais mis une cartouche il y a 2-3 ans, ouais. Honnêtement, ça aurait été très cool, j'aurais aimé le faire. Hein. Qui Mais, n'aurait mais pas là, aujourd'hui, je suis désolé, c'est du suicide. Acheter Nvidia maintenant, enfin, moi, personnellement, je pense que c'est du suicide. Après, faites ce que vous voulez, et peut-être que j'aurai tort. Hein. Je disais déjà ça fin 2023. Elle a pris 500 Elle, euros de elle a plus, fait pas encore trop mal. x2. Hein. Ouais. Donc peut-être m'écoutez pas, hein. Peut-être que je dis juste des conneries. Hein. D'ailleurs, m'écoutez pas, hein. C'est pas un conseil en investissement. Mais bref, peut-être que je dis des énormes conneries et peut-être qu'elle va encore faire x10 Nvidia, j'en sais rien. Et on la regardera. Et on la regardera de loin. Ce que je sais, c'est que je préfère rater l'opportunité plutôt que de l'acheter maintenant parce que c'est complètement suicidaire. Ça, et surtout, moi je pense que l'avantage compétitif d'Nvidia, il est fort, mais il est pas si fort que ça, dans le sens où pour moi le vrai avantage compétitif, c'est les données. Et Nvidia n'a pas de données. Ceux qui ont les données, c'est les Alphabet. Alphabet, ils achètent du Nvidia, demain, ils achètent du AMD où ils font leur puce en interne, ils s'en foutent. Eux, leur avantage compétitif, c'est les données. Personne d'autre n'a les données de Google au monde. Google, on a beau dire ce qu'on veut, c'est le web. Google, c'est le web. Google, c'est YouTube. Google, ils ont le monde. Enfin, en fait, ils ont les données du monde. Google, c'est tout simplement l'avantage compétitif. Il est imprenable. Il est imprenable, l'avantage compétitif. Et t'as beau avoir demain Nvidia, Intel, AMD, machin, qui se battent pour faire les meilleures puces au monde. Google, tant qu'ils ont leurs données, ils achèteront les meilleures puces, ils s'en foutent. Et je pense que l'avantage compétitif d'un Google est beaucoup plus intéressant qu'un Nvidia. Et au-delà de ça, donc tu vois, Google, en tout cas moi personnellement, comment je m'expose à l'IA, c'est j'ai du Google, j'ai du Microsoft, j'ai du Apple, c'est vraiment le haut de la chaîne. On va faire un deep dive sur Amazon et sur Meta. Bon, je
pense tous les deux qu'on va être très Oui. bullish sur les sociétés. Ouais. C'est des sociétés qui nous intéressent de plus en plus, très honnêtement. Bref, donc les Magnificent Seven, c'est un peu le haut de la chaîne, tu vois. T'as le milieu de chaîne. Le milieu de chaîne, si tu prends l'écosystème de l'IA, t'as le fournisseur final, les Google, les Microsoft, les Apple, ils ont l'avantage compétitif des données. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et des plateformes. Regardez le deep dive de Google si vous voulez savoir exactement l'avantage compétitif d'une plateforme, mais c'est monstrueux. Au milieu, t'as les Nvidia, les Intel, les AMD qui font les puces. Ok, très bien. Pour moi, ça c'est disruptable. Et tu remontes la chaîne, t'as les semi-conducteurs. Et là, tu touches du moat qui est aussi extrêmement fort, je pense. Parce que, autant le milieu de chaîne, tu vois, c'est sexy, il y a des marges, ça génère de l'argent. Autant les semi-conducteurs, si tu prends notamment les WFE, les ASML, les AMAT, etc., vous les connaissez maintenant, je pense que l'avantage compétitif, il est extrêmement fort aussi. Parce que ASML, tu crées pas ASML demain, tu crées pas un AMAT demain, c'est des sociétés qui sont implantées, c'est des sociétés qui font du commerce avec TSMC, avec Samsung depuis 20, depuis 30 ans, c'est des sociétés qui existent depuis 40 ans, depuis 50 ans. Puis ça demande des infrastructures de base qui Exactement. sont et vraiment onéreuses. Et que ce soit Nvidia, AMD, Intel, Google, Amazon, peu importe qui fait sa puce, construit sa puce, crée sa puce, en bout du bout, ça sera TSMC, ça sera ASML, ça sera AMAT, ça sera KLA, ça sera Lam Research, ça sera toutes ces entreprises-là, au bout du bout, qui vont fournir le matos pour construire ces puces. Et le haut de la chaîne, les Google, ils ont les données. Le bas de la chaîne, ils ont les infrastructures, ils fournissent les puces, le matériel. Concrètement, tu vois, ils assemblent les wafers, ils font les puces, ils font les semi-conducteurs, ils ont les cross machines, les machins. Au milieu, je trouve que le milieu de chaîne, il est compliqué. Ouais. Je trouve qu'il est compliqué. En fait, le milieu de chaîne, tu vois, le Nvidia, il a un moat, il a deux moats absolument incroyables. Je pense qu'on a peut-être un peu minimisé le coût de changement, mais mine de rien, quand t'as toute ta société qui est sur du CUDA, putain, va les faire partir. Je pense Je suis que d'accord. on est peut-être un peu intransigeant, mais en fait, moi personnellement, ce que je vois, c'est que l'avantage concurrentiel, il est là, il est très très important pour Nvidia. Faut pas oublier qu'ils surfent sur une méga tendance. Une méga tendance, c'est un truc, une tendance séculaire qui peut durer 1 an, 2 ans, 3, 10 ans. Mais je trouve que leur avantage concurrentiel est présent, mais il n'est pas forcément durable. Alors que Meta, Google, Microsoft, il va pas y avoir un nouveau Gmail demain. Il va pas y avoir un nouveau Instagram. Il va pas y avoir un nouveau Internet Explorer. Non, un nouveau Bing. Chrome. Un nouveau Google. Non, Microsoft. Bing. Ouais, non. Edge. Il va pas y avoir un nouveau Azure qui va pop-up demain. Donc l'avantage concurrentiel est beaucoup plus durable. Et moi, j'ai tendance à préférer des avantages concurrentiels qui sont durables, vraiment avec une vision long terme, etc. Et comme tu as dit, les données, le cloud, c'est quelque chose que Nvidia n'est pas forcément présente dedans. Pas du tout. C'est une industrie. Enfin, c'est pas une industrie. Eux, ce sont des architectes. Ils fabriquent, ils conçoivent. Ils conçoivent. Ils fabriquent pas, ils conçoivent. Ils conçoivent des puces. Une fois que ton architecture peut être prise ailleurs, etc., être améliorée, voilà, j'ai un peu du mal. Et puis bon, la puce coûte 40 000 $. Si tu trouves mieux ailleurs, même rapport qualité-prix, si tu te rends compte que du DeepSeek avec des anciennes puces, donc achetées aujourd'hui moins cher, hein, on n'est certainement pas des puces à 40 000 $, peuvent faire tout aussi bien. Tu vois, on fait peut-être face à peut-être une cannibalisation de produits, tu vois, pourquoi aller voir ailleurs alors qu'on peut déjà améliorer ce qu'on a déjà aujourd'hui. Voilà. Donc Nvidia, oui, fondamentalement, je peux l'avoir en portefeuille, mais je vois pas l'avantage concurrentiel sur vraiment le long terme que je vois vraiment assez simplement. Ouais, c'est ça. Autant, tu vois, moi je pense que aujourd'hui, je peux te dire avec certitude que je pense que dans 15 ans, Google sera toujours là. Est-ce que je peux te dire avec certitude que dans 15 ans, Nvidia sera toujours le leader des puces sur l'IA? Franchement, non. Moi aussi. Franchement, non. Nvidia, tu regardes son histoire, ça a toujours été les leaders dans les cartes graphiques depuis le départ. Ouais. Mais c'était une société de cartes graphiques de gamers. Nvidia, dans les années 2010, personne en voulait. Le cours de bourse, il était plat. Et Nvidia, ils ont explosé depuis 2-3 ans, c'est tout. Et il faut se méfier des entreprises qui, je pense, explosent aussi vite, avec une hype aussi forte, des niveaux de valorisation aussi élevés, parce que ça peut retomber aussi vite. Alors peut-être qu'on a tort, peut-être que
Oui, moi aujourd'hui je te dirais, si tu regardes les chiffres, oui, j'aurais dû acheter Nvidia fin 2023, début 2024, j'ai eu tort de te dire c'était trop cher. Bon, Après, fondamentalement, c'est comme on ça, peut pas savoir, hein. c'est comme ça. Bon, Bon, ben, en tout cas, on espère vraiment que le podcast vous a plu. ouais. N'hésitez pas à nous donner votre retour. Est-ce que vous achetez Nvidia? Est-ce que Focus Fondamental Podcast, donc FFP, le nouveau rebranding, si on peut dire, qu'on a lancé avec Hugo, bah, est-ce que voilà, ça vous plaît d'ores et déjà? Vous allez voir la nouvelle charte graphique. Nous, on va s'occuper de faire de concevoir des produits pour cette année qui vraiment peuvent vous plaire. Alors, petit update, c'est en rapport avec les deep dives, mais on vous en dit pas plus. C'est le concept que vous aimez le plus. C'est nous le concept pour l'instant que l'on adore vraiment travailler. Et je pense que on va essayer de mêler l'utile à l'agréable. Quelque chose qui peut vous plaire. En tout cas, ça nous plaît vraiment de travailler là-dessus. Et voilà, bah, j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que ce nouveau rebranding va vous plaire. Et Comme d'habitude, hein, suivez-nous sur YouTube si c'est pas déjà fait. Si vous nous écoutez en audio, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like sous les vidéos, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On salue d'ailleurs l'abonné Benoît, hein, qui vient à chaque fois mettre son petit like, son petit Benoît commentaire sur les Boto. vidéos YouTube. Ouais, c'est très cool à toi. Il écoute le podcast en voiture, mais il vient quand même mettre à chaque fois Ouais. c'est vraiment cool. Et puis si vous écoutez en audio, les notes 5 étoiles, les avis, Apple Podcast, Spotify, tout ça, vous connaissez. Et puis nous, on sera fidèles au poste, hein, toujours au rendez-vous le lundi matin à 8h. Et on va essayer d'améliorer le contenu, de professionnaliser le contenu, le matériel, le setup, les sujets, la préparation, les notes. Puis voilà, ça va être cool. Ouais, absolument. Prenez soin de vous et de vos finances et on vous dit le lundi prochain à 8h. Et sur ce, bah, bonne semaine à vous et prenez soin de vous. Ciao. Ciao.